sur BF1 dans votre émission Presse Éco. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La première tentative a échoué il y a quelques semaines, mais cette fois, ils étaient bien là. Plusieurs centaines de manifestants ont marché contre l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Si la récente sortie conjointe de Londres et de Washington sur des supposées exactions sommaires contre des civils constitue la goutte d'eau qui fait déborder le vase, force est de reconnaître que les tensions vont au-delà, le tout dans un contexte géopolitique et géostratégique en plein mouvement en Afrique de l'Ouest. Pentagone est poussé à la porte au Niger, mais se presse en Côte d'Ivoire pour plaider l'installation d'une base militaire américaine. À l'AES, on est inquiet et des opinions s'insurgent. Il y a également ceux qui s'insurgent contre la mauvaise note du Burkina Faso en matière de liberté d'expression. Et oui, le pays dégringole. Pour la première fois, il obtient une note en dessous de la moyenne sur l'indice de la liberté. Au niveau mondial, ce sont 28 places qui sont perdues selon Reporters sans frontières, dont le classement a été rendu public ce 3 mai, journée mondiale de la liberté et de la presse. Un classement qui ne fait pas l'unanimité, un classement où le Mali occupe le 114e rang sur 180 pays. C'est dans ce contexte que le pays d'Assimi Goïta va recevoir un financement de 120 millions de dollars, soit plus de 70 milliards de francs CFA. C'est un fonds d'urgence de l'institution de Bretton Woods pour faciliter l'importation des denrées alimentaires et fournir des liquidités pour les transferts d'argent. Mesdames et messieurs, voici donc le plat de résistance de ce rendez-vous, sans oublier que nous parlerons également de l'AES qui retire ces pays de la CEDEAO. La décision passe toujours mal au sein de l'institution sous-régionale. Cette semaine, le Conseil des sages, organe de médiation de l'organisation communautaire, a donné de la voix. Il appelle Ouagadougou, Bamako et Niamey à revoir leur copie. Qu'en pensent les chroniqueurs de Presse Éco? Eh bien, ils sont en place. Avec moi en plateau ce matin, Dr Moumouni Zoungrana, il est enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour, Dr Zoungrana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, Moussa Savadogo, il est journaliste, consultant et formateur. Bonjour, Moussa, et merci d'être sur ce plateau. Merci. Pour l'une des rares fois, un visage féminin à Presse Éco, Francine Savadogo nous a rejoint ce matin. Elle est juriste et analyste politique. Bonjour Francine. Bonjour. Et merci de la disponibilité. En face de vous, Karim Diallo, il est juriste, il est spécialiste en développement institutionnel. Merci Karim Diallo d'être avec nous ce matin. Tout est parti d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Il accable l'armée burkinabé accusée d'avoir commis des exactions de civils dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un rapport relayé par certains médias internationaux dont VOA et BBC. Ces médias ont immédiatement été suspendus par le CSC. Dans la foulée, Londres et Washington ont pondu un communiqué dans lequel elles sont préoccupées par ces suspensions et ces supposées exactions. Une sortie qui fâche. Le chargé d'affaires de l'ambassade américaine a été auditionné. Des centaines de manifestants sont allés protester devant l'enclave diplomatique. Docteur Zoungrana, c'est un autre bras de fer qui s'amorce avec une puissance occidentale au Burkina Faso. Bon, vraiment c'est dommage parce qu'un pays comme les États-Unis, un pays comme la Grande-Bretagne, ce sont des pays sérieux, des pays respectables avec une diplomatie, j'allais dire, sérieuse. Et c'est ce qui nous étonne que ces dossiers soient traités avec beaucoup de rapidité en se basant sur les rapports fournis par Human Rights Watch, et une structure que nous respectons, une structure que nous apprécions, mais aussi une structure que nous sommes en train de demander à ce qu'elle joue pleinement son rôle, mais en restant impartiale, en restant professionnelle. Parce que ce qui nous étonne, quand vous prenez par exemple le peuple burkinabé, ça fait bientôt près de 15 ans que nous sommes dans l'enfer du terrorisme. Et dans ces 15 années, il y a combien de villages qui ont été déguerpis? Il y a combien de villages où des personnes âgées ont été décapitées, des femmes violées, des enfants éventrés, des biens emportés?
Et malheureusement, cette structure qui surveille les droits humains dans le monde est restée peu audible. Et aussi, vous allez remarquer, il y a eu beaucoup de villages où il y a des déménagements en masse, où des gens bougent en laissant derrière eux leur avenir, en laissant derrière eux leur histoire, en laissant derrière eux leurs biens, en laissant derrière eux la vie tout court. Malheureusement, dans ce domaine aussi, Human Rights Watch n'a pas été très audible. Et tout le monde sait que ces terroristes, les armes qu'ils utilisent, ces armes ne sont pas fabriquées en Afrique ici. Tout le monde connaît la provenance de ces armes-là. Malheureusement, ils n'ont pas été aussi audibles pour alerter le monde entier, pour que les gens comprennent que les droits des hommes sont en train d'être bafoués en Afrique. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant que des fils dignes, des enfants bénis par les ancêtres et par Dieu, ont décidé, en toute responsabilité et en toute connaissance de cause, de brandir leurs épaules et de brandir leurs poitrines pour protéger leur famille, voilà que des textes sortent pour les décourager. Voilà que des textes sortent pour, en tout cas, les vilipender, pour que ces gens-là aient le fusil à la tempe, pour que ces gens, avant de tirer, c'est un terroriste qui demande sa pièce d'identité pour savoir qui il est avant d'ouvrir le feu. Ça, c'est dommage. C'est ce que l'ONG dit, Dr. Zoumbara. Tout à fait, parce que je pars dans les excès parce que tout simplement, l'acte qui a été posé est horrible. Horrible pourquoi? Parce que, vous savez, Quel acte, le rapport? Le rapport est horrible pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas tenu compte de la situation du terrain. Il aurait fallu qu'à 1 an, 2 ans, lorsque ces terroristes étaient en train de nous tuer, qu'ils en parlent, qu'ils mobilisent le monde entier, et à cet instant-là, nous, on allait les comprendre. Vous savez comment ces rapports ont été rédigés? Vous savez comment ces informations ont été collectées? Comment des gens qui sont à près de 1000 à des milliers de kilomètres, qui se basent sur des coups de téléphone, des supposés, j'allais dire, témoins oculaires, comment on peut se baser sur ces éléments-là pour prendre un tel rapport? Vous savez, ceux-là qui sont là pour donner ces chiffres-là, ceux-là qui sont là pour collecter les informations, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Il y a combien de responsables de structures associatives qui ont été épinglés dans cette histoire de terrorisme-là? Il y a combien de responsables religieux, combien de responsables coutumiers? Il y a combien de leaders d'opinion tout court qui ont été épinglés dans cette histoire-là? Et malheureusement, ce sont souvent ces acteurs-là qui, à partir du téléphone, à partir de soi-disant témoins oculaires, donnent des informations. Et Human Rights Watch n'a pas tenu compte de la perfidie. Vous savez, je vais vous étonner. Il y a beaucoup de villages, je peux même citer des noms, où les terroristes sont venus avec femmes et enfants. Ils tirent, ils sèment la terreur, ils repartent. Si on les prend en charge et on tire sur eux, les gens se précipitent pour faire des photos de ces enfants tués, de ces femmes tuées-là, pour dire que notre armée est criminelle. Il y a combien de villages où les gens ont déguerpi et des terroristes sont venus s'installer avec femmes et enfants, faisant de ces villages leur village. Si on tire sur eux, les gens sont pressés pour dire oui, notre armée est criminelle. Il faut arrêter ça. Pardonnez-moi de vous couper. Si c'est vrai, est ce que vous développez, oui, on suppose que facilement les enquêtes devraient donner des résultats pour qu'on puisse les présenter aux yeux du monde. Tout à fait. Pour dire que oui, il y a effectivement des soupçons, mais nous avons enquêté, voici la réalité. Mais le problème est qu'on ouvre toujours des enquêtes, oui, sans qu'elles n'aboutissent. Est-ce que là, nous également, du côté du Burkina Faso, nous ne prêtons pas le flanc? Je suis d'accord, mais il y a une sagesse moara qui dit que on ne peut pas courir et puis se gratter les fesses. Il y a des enquêtes qui sont en train de mener sur le terrain. Mais hier, avant-hier, vous savez combien de Burkinabés sont tombés sur le terrain? Il y a eu des jours même où ceux qui mènent les enquêtes ne peuvent même pas mettre pied. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, ce qui m'étonne, tout le monde est d'accord pour qu'on préserve les droits de l'homme. Mais on sait ce qui est en train de se faire. Ces droits de l'homme-là, c'est réservé en partie pour les Africains et pour nous. Je n'exagère rien. Ce qui se passe à Gaza en ce moment-là, qui parle? Ce qui s'est passé en Afghanistan, qui a parlé? Et à l'heure même où je parle, ce qui se passe en Afghanistan, qui en parle? Ce qui s'est passé en Libye, qui en parle? Mais quand il s'agit des Africains, il faut brandir. Ce qu'on ne va jamais tolérer, c'est le fait qu'on brandit des menaces pour décourager nos jeunes qui sont au front, qui se donnent corps et âme pour défendre leur patrie. On ne va jamais accepter qu'on les décourage. Nous ne sommes pas au front, mais nous qui sommes restés à la maison, on les soutiendra jusqu'à ce que mort s'en suive. Premièrement, les différentes autorités, on ne va jamais accepter qu'on les mette le fusil à la tempe, soit disant des chantages, parce que tout simplement, on brandit rapidement la Cour pénale internationale
cour d'ailleurs qui est réservé pour les Africains. Parce qu'on sait ce qui s'est passé en Irak. Qui est parti là-bas? Ces pays qui sont en train de prendre des discours en ce moment-là, qui est parti là-bas? Ils ne sont pas signataires. Non, mais justement, alors... Nous aussi, personne ne nous oblige à rester. C'est pour cette raison, nous avons demandé, parce que nous sommes soucieux du respect des droits humains, c'est à cause de ça qu'on a été signataires. Merci. Mais on voudrait que ces structures-là nous traitent à armes égales. C'est d'ailleurs pour cette raison, les jeunes qui sont sortis, je comprends leur colère. Peut-être, du moment où les autorités ont pris les choses en main, parce que les représentants diplomatiques de ces différents pays ont été saisis, je pense qu'en toute sagesse, il faudrait les laisser la main pour qu'on traite la chose diplomatiquement et puis bon, pour ne pas ajouter du feu au feu. C'est ce que je voulais simplement dire. Merci. Francine Sawadogo, est-ce que vous partagez les analyses de Dr Zungrana? Concernant le rapport de Human Rights Watch, moi, il y a deux éléments essentiellement qui attirent mon attention. Le mot de collecte de l'information, parce que c'est des appels téléphoniques selon ce qu'eux-mêmes ont dit. Donc, ça pose un peu problème parce que, effectivement, et ils ont demandé dans le rapport, en fait, qu'il y ait des enquêtes approfondies. Alors qu'il y a, à ma connaissance, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Donc, normalement, le rapport, en fait, devait permettre les éléments obtenus, que ce soit par les appels téléphoniques, devaient être reversés à l'enquête. Également, moi, la deuxième chose, en fait, qui attire mon attention, c'est la notion de civil. En droit international humanitaire, le civil est distingué, en fait, et les forces combattantes. Malheureusement, dans la question du terrorisme, ce qui est difficile, c'est que les forces combattantes ici sont des civils et des forces armées, qui sont notamment nos forces armées. Donc, il y a cet amalgame-là, en fait, qui fait qu'il est important de redéfinir, en fait, la notion de civil tel que c'est dit. Parce que malheureusement, quand vous regardez dans le droit international humanitaire, c'est tellement codifié que même les tenues, on les fait pour que ce soit distinctif, pour qu'on puisse distinguer les combattants des non-combattants que l'on appelle globalement les civils. Malheureusement, ce qui est difficile dans les questions de guerre asymétrique, c'est justement ces questions-là, cette distinction entre forces combattantes et population civile. C'est vrai qu'on a ajouté la question des enfants, parce que là, quand même, ça touche la sensibilité de tout le monde, parce que ce sont des enfants, et on ne peut pas permettre, en fait, qu'on dise que des enfants sont parmi les forces combattantes. Donc, ce sont ces éléments-là, moi, qui attirent mon attention déjà d'emblée dans la question du rapport. Et également, bon, il y a une partie où je rejoins un peu Dr Zungrana, notamment sur les questions de... Nous sommes dans une sorte de guerre froide, et il ne faut pas l'oublier. C'est un contexte mondial dont il faut tenir compte, en fait. D'abord parce qu'actuellement, il y a la guerre à Gaza. En 6 mois, parce que la guerre a commencé le 7 octobre 2023. Les derniers chiffres que j'ai depuis le 2 mai, 34 568 personnes tuées, dont 14 000 enfants et 9 000 femmes. Et malheureusement, on ne met pas le curseur sur ces questions-là, alors que nous sommes dans une guerre qui a duré près de 10 ans. Alors qu'en 6 mois, on a des chiffres qui sont quand même ahurissants. Donc, de quoi, en fait, se poser des questions. Voilà, moi, c'est d'abord cette analyse-là que je fais avant. Vous avez l'impression qu'il y a du 2 poids, 2 mesures? Exactement. Et ça, je pense que c'est lié au contexte. Parce que en relation internationale, on revit en fait un peu ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. La guerre froide où il y avait les guerres de leadership entre l'URSS, l'ex-Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Et si vous regardez comment les pays, chacun dans son précaré, agissaient, on n'est pas étonné en fait de voir aujourd'hui là où nous arrivons en fait. Et c'est ça justement, c'est par rapport à ça que je rebondis par rapport à la marche elle-même. Moi, je pense qu'il y a des allégations que nous ne devons pas prendre à la légère. Parce que ce sont des crimes, la nature des crimes qui est évoquée dans le rapport, c'est des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Donc, on doit faire très attention, prendre la question vraiment... Ça veut dire quoi, des crimes imprescriptibles? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut vous poursuivre. Ce n'est pas des crimes pour lesquels l'action juridique peut être éteinte. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous devons prendre la question à bras-le-corps. Moi, j'aurais préconisé en fait qu'on fasse une conférence de presse, même si ce n'était pas dans l'immédiat, le temps pour nous de glaner les éléments, d'avoir peut-être un porte-parole de l'armée,
de la justice pour justement éclairer l'opinion. Parce que quand on censure les médias ou pas, qui ont relayé l'information, c'est une question qui est là, qu'il faut traiter comme il se doit. Voilà, merci. Merci Francine Savadoko. Moussa Savadoko. Oui, c'est une question assez complexe. Hein, et quand on écoute les différents compatriotes, tout de suite, la passion monte, etc. Mais la première des questions qu'il faut se poser, est-ce que Human Rights Watch a le droit de s'intéresser à ce qui se passe au Burkina? Ça, c'est d'abord un. Est-ce que Human Rights Watch va au-delà, faire quelque chose qui ne relève pas de ses prérogatives? Je crois que non. Il a le droit. C'est une structure qui a le droit. Et quand on écoute ce que le président Ibrahim Traoré même a dit lors d'une de ses interventions, que même les VDP qui sont recrutés suivent des cours de droit pour qu'ils comprennent ce que c'est que les droits humains et consorts. Donc ça veut dire qu'au plus haut niveau des autorités burkinabées, on sait que la guerre ne se fait pas n'importe comment. Et je pense que sur le plateau ici, on en a beaucoup parlé, etc. Il y a des règles, il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité, elle a dit, et ce sont des crimes imprescriptibles. Même si c'est dans 200 ans, on va te juger. Donc, et je pense que les plus hautes autorités du Burkina Faso le savent, et c'est dans ce sens que je comprends quand le président Ibrahim Traoré lui-même dit qu'il faut donner des formations de droit aux jeunes. Donc, la guerre ne se fait pas n'importe comment. Donc, l'autre élément, c'est que quand même nous sommes une armée républicaine, une armée professionnelle. On ne peut pas se comporter, parce que c'est la guerre, se comporter comme les voyous. C'est une armée républicaine qui suit des règles. Il y a des règles de guerre. Il y a des officiers qui sont partis à l'école de guerre pour apprendre comment la guerre se fait. Mais donc, cette guerre, elle n'est pas conventionnelle. C'est une guerre tout de même. Même si elle n'est pas conventionnelle, je suis d'accord. Elle n'est pas conventionnelle. Et je vais revenir sur le cas d'Israël et Palestine, parce que je trouve que souvent, il y a des amalgames qu'on fait. Ne croyons pas que ce qui se passe en Israël, ça se fait comme ça. C'est le premier, c'est quand même un pays africain, l'Afrique du Sud, qui a été le premier à porter plainte contre Israël devant les instances pour crimes de guerre, de génocide et consorts. Au moment où je vous parle, on a au moins 500 avocats constitués pour attaquer Israël, comment on appelle ça, devant la Cour pénale internationale. Vous suivez dans toutes les universités du monde aujourd'hui, même tout le monde est contre. Mais à la différence d'un pays comme Israël et d'un pays comme le Burkina, il faut faire très attention. Israël n'a pas signé les conventions. Donc, il ne se sent pas. De la même manière, les États-Unis ne l'ont pas fait. La Russie ne l'a pas fait. Mais nous, on l'a fait. Donc, on ne peut pas dire que les autres, là, c'est 2 poids, 2 mesures. Parce que les autres ont su par anticipation pour dire, votre chose, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a dit, on prend, ça nous intéresse. Et maintenant qu'on nous demande des comptes, on veut dire, non, c'est 2 poids, 2 mesures. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Mais est-ce qu'on a souscrit aussi à ces instruments-là en toute liberté? Là, je ne sais pas. Je n'étais pas là au moment où on signait. Je ne sais pas dans quelles conditions. Le problème, c'est qu'on l'a signé et ça nous engage. Point. Maintenant, l'autre élément qu'il faut essayer de voir, et je l'ai dit sur le plateau ici, notre gouvernement prête le flanc par rapport à ces questions-là. J'ai toujours dit qu'en communication, en situation de crise, dans la communication, il y a 2 choses. Il y a les actes qu'on pose et il y a ce qu'on dit. Ce n'est pas la première fois que notre armée est accusée d'exaction. Le président même nous a dit que souvent il faut faire attention à la perfidie, d'accord. On est tous d'accord avec ça. Mais c'est le même pouvoir qui nous dit qu'il y a des enquêtes. Mais comme vous l'avez dit, quand vous dites qu'il y a des enquêtes, il y a des enquêtes et que les résultats ne viennent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens croient? Les gens croient que vous n'êtes plus crédible. Et en stratégie de communication de crise, c'est des choses qu'on enseigne simplement dans les écoles. Bon, maintenant qu'il y a 500 millions qui ont été mobilisés pour la communication de crise et consorts, je pense qu'on va peut-être retrouver, on va remédier à cette insuffisance-là. Maintenant, ce qui s'est passé, moi j'aurais voulu qu'au niveau du gouvernement, comme Madame Sawadogo l'a dit, que de temps en temps, le gouvernement sorte pour essayer de donner ce qui se passe. Quelles sont les difficultés qu'on a, etc. Parce que notre armée, on nous a dit ici qu'on voit tout, on entend tout. Donc, si on voit tout, on entend tout, on ne peut pas comprendre que des mois et des mois après, on ne puisse pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, un début de chose. Et pire, allez-y voir, tous les procureurs qui ont dit qu'on va faire les enquêtes là, ils sont où?
Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Ils sont où? On peut aller pour les réponses? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont encore en charge du dossier? Ne me poussez pas jusqu'à bout. Est-ce qu'ils sont encore en charge du dossier? Moi, je suis curieux que les journalistes appellent ces différents procureurs là pour dire vous vous êtes engagés, où est votre dossier? Donc, je pense que quelque part ici, tout en disant que faisons attention en tant qu'analyste, Human Rights Watch ne fait pas quelque chose en dehors de ses prérogatives. Ça, il est dans son droit. Parce que ça y va, nous adhérons à ça. Maintenant, le sujet qui est là, c'est que ce que nous on attend que le gouvernement nous dise, c'est de dire que ce que Human Rights fait, c'est faux. Voici les preuves, c'est faux, ce n'est pas vrai. Ils ont fait un communiqué, le gouvernement. Oui, mais non, le communiqué qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours, on n'est pas content de la manière de faire parce qu'ils l'ont fait par téléphone, etc., etc. Donc je ne dis pas que Human Rights Watch a raison, mais il a levé une chose. C'est même pas Human Rights Watch qui a posé le problème. Quand vous regardez même les réseaux sociaux, même les Burkinabés se posent ces questions-là. Qui sont ceux qui arrivent avec des trucs de masse? On attend beaucoup de rumeurs circuler. Et je pense que c'est au regard de tout ça que les différents procureurs ont dit on ouvre des enquêtes. Mais tant que les résultats des enquêtes-là n'arrivent pas, il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va dire faites attention. Merci Moussa Savadogo. Mais là, le rapport a déjà été publié. Des médias ont repris ce rapport. Ils ont été suspendus. Et cette semaine, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a été prise pour cible avec ces manifestations. Donc finalement, le bras de fer maintenant, visiblement... Non, il n'y a pas de bras de fer. Il n'y a pas de bras de fer, il faut faire très attention. La manifestation, d'abord, vous avez vu qu'il y a deux groupes. Il y a eu deux groupes, on ne sait pas qui est qui. Et l'un des cerveaux à penser de ces choses-là, que je vais citer, Maïga, depuis les États-Unis, les a traités de voyous. Il a même salué les CRS qui sont intervenus pour les arrêter. Non, on n'a aucune preuve de... Non, il a dit ça sur sa page Facebook. Dans les réseaux sociaux, voilà. On n'a pas la possibilité de certifier, d'authentifier. Bon, parce que n'importe qui peut créer une page à son nom. Je suis d'accord avec vous. Mais la réalité, c'est que ce sont les forces de sécurité du Burkina Faso qui sont parties protéger. Voilà. Donc, et ce qui fait qu'on n'a pas eu le même sort qu'avec l'ambassade de France. Avec l'ambassade de France, ils sont rentrés, vous avez vu les dégâts. Ici, il n'y a pas eu ça. Et je suis sûr que si on n'a pas eu les dégâts, il y a quelqu'un en haut qui a dit attention, ça là, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Donc maintenant que les gens sortent, ils manifestent, à partir du moment où ils ont le droit de manifester, mais ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Sauf qu'on a comme l'impression qu'on a une dent contre les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une première, il y a une première tentative qui a échoué. Ils étaient une poignée de manifestants, là c'était quelques semaines, bien avant que Human Rights Watch ne diffuse son rapport. Et cette semaine, il y en a eu. On a aussi écouté les messages pendant ces manifestations où on en veut aux États-Unis d'Amérique qui veulent installer une base militaire à Abidjan. Ce sont des messages qu'on a entendus là-bas. Exactement. C'est-à-dire les États-Unis sont membres de tout ce qu'on appelle en Afrique l'impérialisme. C'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, enfin l'Europe de façon générale. Vous avez vu même que dans un passé récent, on a même attaqué l'ambassade, la délégation de l'Union européenne ici, etc. Donc tout ce qui est Europe, tout ce que nous appelons Occident, là, pour beaucoup de nos compatriotes, c'est tout ça la grande famille. On a même entendu par des activistes burkinabés disant que la France étant injectée du Burkina, la France sous-traite avec l'Union européenne. Maintenant, ce qui est une aberration absolue, parce que ceux qui disent ça ne savent pas comment fonctionne l'Union européenne. Merci. Diallo. Bon, il faut peut-être apprécier la thématique à trois niveaux. Du point de vue des faits, du point de vue de la procédure et aussi du point de vue des enseignements qu'on peut en tirer. D'abord, du point de vue des faits, lorsqu'on lit le rapport, effectivement, on se rend compte qu'il y a des constantes et il y a une variable. La première constante, c'est que les massacres ont effectivement eu lieu. Donc personne ne conteste la réalité des massacres. Effectivement, des civils ont été massacrés. Ça, c'est constant, même par la partie nationale est d'accord avec ça. La deuxième constante, c'est que ce sont des massacres qui sont consécutifs à des attaques terroristes préalables. Je pense que cette précision aussi est importante. Ça veut dire que c'est pas l'entité qui a commis les massacres ne s'est pas levée de façon autonome et de façon initiale pour aller commettre les massacres. Les massacres syriens. Voilà, les massacres. Oui, non, la réalité des massacres n'est pas contestée. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième constante. Mais la variable maintenant, c'est les auteurs des attaques, c'est eux qui ne sont pas identifiés. Effectivement, le rapport donne des indices, mais c'est des indices qu'on ne peut pas prendre
forcément pour argent comptant et qui nécessite qu'il y ait des enquêtes préalables dans le sens de confirmer ou d'infirmer ce qui s'est passé. Voilà. C'est comme ça que moi j'aperçois ça. Et lorsque donc, le rapport donc, a été produit, effectivement Washington, l'Angleterre ont fait donc, un communiqué pour donc, en fait, protester ou en tout cas dire au gouvernement burkinabé de faire attention par rapport donc, à ces massacres. Voilà. Mais dans ce sens, le gouvernement a estimé donc, que le chargé d'affaires donc, de l'ambassadeur donc, des États-Unis devait être donc, entendu, voilà, pour pouvoir s'assurer, pour protester, parce qu'en réalité, tel que c'est fait, c'est comme si le rapport lui-même, en lui-même, constitue l'enquête. Alors qu'en la matière, il faut forcément une enquête judiciaire, c'est les autorités de police judiciaire. Mais le communiqué conjoint appelle à une enquête. Exactement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une recommandation qui est faite à l'endroit de la partie burkinabé, et ça, c'est une recommandation qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est l'effet de l'espèce. Maintenant, c'est ça la procédure. Maintenant, du point de vue des enseignements qu'on peut tirer, il faut travailler peut-être à judiciariser le théâtre des opérations militaires. Parce que c'est ça qui rend complexe, en fait, la lutte contre le terrorisme. En même temps, vous êtes acculé au dos. En même temps, vous devez faire des clarifications pour que ceux qui sont contre vous, eux-mêmes ne fassent pas des massacres et ils prennent ça à mettre sur votre dos. Parce que c'est ça. Après le passif, qui gère le passif? C'est toute la difficulté qui se pose. Parce qu'il y a des morts après tout. Oui, tout à fait. C'est des morts et donc c'est un passif qui est lourd. Et en période de crise et de confusion, l'adversaire peut être l'ennemi classique que vous connaissez, tout comme il peut être, comment je vais dire, dans la perfidie. Ça peut même être dans votre propre dispositif interne. On ne peut jamais savoir. Et donc, les enquêtes permettent d'avoir une clarification, de situer les responsabilités et d'essayer de régler à l'interne. Parce qu'en réalité, ce que Human Rights Watch fait, on n'a pas besoin que Human Rights Watch même nous interpelle par rapport à ça. Nous, on a notre propre dispositif interne. Voilà. Ils sont très loin pour pouvoir connaître donc des situations qui se trouvent au Burkina Faso. C'est à nous d'assainir nos dispositifs nationaux. C'est à nous de prendre en charge, en compte des mécanismes à l'interne pour pouvoir donc gérer nos problèmes et pouvoir avoir une position vraiment officielle et pouvoir donc l'opposer à la partie donc extérieure ou à la partie adverse. Voilà. Ceci étant dit, vous savez qu'en relation internationale, généralement les rapports, c'est des rapports d'État à État. Donc le gouvernement burkinabé a fait sa part parce qu'ils ont élevé donc, une protestation auprès donc, de l'autorité. Et effectivement, je pense qu'ils ont entendu raison. Et le gouvernement, dans son communiqué, a fait savoir qu'en réalité, ils sont surpris parce que les États-Unis, d'habitude, ce sont des gens quand même qui sont pragmatiques, qui ne travaillent pas sur des faits aléatoires, mais des faits vraiment objectifs, des faits vraiment scientifiques. Et donc, de ce point de vue, ils sont surpris de leurs réactions. Maintenant, ce qu'il faut faire dans ce contexte, c'est vraiment d'élucider et de travailler à faire en sorte qu'effectivement les enquêtes aboutissent, mais à l'interne du Burkina Faso et conformément aux intérêts nationaux de notre pays. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Merci. En fait, ici, je voudrais rassurer mon frère ami Moussa que dans ce débat, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion dans ce débat. Nous avons simplement dit, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, nous avons beaucoup de respect pour ce pays. Parce qu'ils ne s'immiscent pas dans la politique interne des États. C'est des gens qui sont là pour leur travail. Et lorsqu'ils s'intéressent à votre pays, ils restent dans la légalité et dans le droit chemin. C'est pour cette raison, cette sortie-là a été comme une surprise. Parce qu'ici, personne ne dénie le droit à Human Rights Watch de faire des enquêtes. D'ailleurs, nous-mêmes, on est d'accord pour ça. Parce que si ce type de structure n'existait pas, les plus forts vont écraser les plus faibles. Ça, tout le monde ne nie pas ça. Tout le monde ne nie pas l'utilité de cette institution. Ce qu'on est en train de dire, c'est d'attirer leur attention pour que la collecte des informations ne soit pas à la légère. Parce que c'est sur qui ils comptent pour avoir les informations, soit disant des témoins de visu. Il y en a même qui sont acteurs, d'autant plus qu'il y a combien de responsables d'associations qui ont été appréhendés traitant avec les terroristes. Il y a combien de leaders d'opinion qui sont les yeux et les oreilles des terroristes. Vous ne pouvez pas être à des milliers de kilomètres et faire cette différence-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi de tout faire que cette institution ne soit pas un outil de pression sur nos États. Quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis passionné. C'est parce que tout simplement, il y a des faits. Vous savez, quand on a assassiné littéralement Saddam Hussein, qu'est-ce qu'on avait dit en son temps? On avait dit que l'Irak possédait des armes de destruction massive au temps de Colin Powell. Ça existait. Mais c'est après qu'on a constaté que, dans le fond, il n'en était rien.
On a vu ce qui s'est passé avec Kadhafi. Kadhafi a été littéralement assassiné, tué comme un vulgaire personnage. Après, quand on a vérifié les faits, les faits ont donné raison à ceux-là qui s'inquiétaient. C'est pour cette raison, nous avons dit, si ces États qui sont suités des droits humains ont laissé des millions et des millions de Burkinabés dans la nature, des millions et des millions de Burkinabés mourir sous le soleil sans être enterrés, des millions et des millions de Burkinabés ont été bouffés par des charognards, des hommes dont le corps même n'a pas été respecté. Si ces gens-là n'ont pas vu qu'il y a des droits qui sont violentés, pendant que c'est maintenant que nous-mêmes, nous sommes en train de mener. En fait, on ne mène pas une guerre, c'est une guerre de survie. Nous sommes en légitime défense. À l'étape actuelle là, c'est la question même de la survie du Burkina Faso qui est en jeu. C'est pourquoi je dis, ces militaires qui sont au front, ne mettons pas le fusil à leur tempe pour le dire, regarde la CNIB d'abord de celui avec qui tu es avant d'ouvrir le feu. Ça c'est compliqué. Je veux qu'on prenne la chose de manière holistique. Nous ne sommes pas là pour dire contre l'impunité. Non, nous sommes en train de jouer notre survie et on ne demande même pas aux États de nous accompagner. On ne demande pas de l'aumône. On a dit seulement, permettez-nous de nous défendre. C'est qu'on veut, on veut juste vivre. On ne cherche rien, on veut juste vivre. On veut que nos familles vivent. Ça ne dépasse pas ça. Aucune passion, Moussa. D'accord, je voudrais rassurer Zoungrana que on se comprend. Mais il faut faire. J'ai toujours dit qu'il faut être dans la nuance. Parce que moi, je lis beaucoup les rapports. Je lis beaucoup des rapports et vous allez voir chaque fois que beaucoup d'ONG qui s'intéressent à ces questions-là parlent aussi des attaques des terroristes contre les populations et consorts. Donc, dire que ces gens ne font rien, moi je me méfie toujours de cet extrémisme de prise de position-là. C'est-à-dire que vous allez lire, même si vous lisez les rapports de Human Rights Watch, vous allez voir que souvent dans certains rapports, ils ont parlé aussi de la violation des droits de l'homme par les terroristes et consorts. Donc, allons-y doucement, doucement. L'autre élément que je voudrais dire, ce que vous avez dit, mais moi je reviens, c'est notre gouvernement qui est à l'origine de ça. Si notre gouvernement, après avoir dit il y a les enquêtes, avait diligenté effectivement les enquêtes, ou bien avait mis sur pied une stratégie de communication qui permet de nous tenir informés au fur et à mesure, même s'il n'y a pas de... Même il y a beaucoup de stratégies de communication autour du président. On n'a pas besoin d'avoir des faits concrets pour actionner des éléments de communication de crise. Si on avait fait ça, on aurait coulé le bec à tous ces gars-là. Mais on a choisi le silence, l'omerta. Dans un monde où on ne peut pas arrêter le flux de l'information, vous voulez quoi? Donc, je suis désolé que nous-mêmes ayons le courage de réviser notre manière de communiquer dans cette crise-là d'abord. Tirons les leçons de ça. Vous-même, vous le dites, que les États-Unis sont un pays sérieux. Si ce pays sérieux-là cautionne un rapport comme ça, vous pensez que quoi? Qu'ils ont cessé subitement d'être sérieux? Peut-être qu'ils ont des indices qui peuvent peut-être confirmer ça. Mais si nous-mêmes, on avait une stratégie de communication proactive, on ne serait pas à cette situation. Donc, remettons nous-mêmes en cause d'abord, tirons les leçons de ça et voyons comment on peut avancer. Merci Moussa Savadogo. Dr Zoungrana a dit que malheureusement, on ne pourra plus continuer le débat entre vous. Il faut bien qu'on poursuive. Tout à fait. Et vous avez dit que les États-Unis sont un pays sérieux. Vous avez aussi estimé que les États-Unis ont les mains entachées de sang dans plusieurs localités de ce monde. On se rappelle, les faits sont là. Est-ce que ce n'est pas aussi, Francine Savadogo, cet aspect des choses qui fait dire à certains manifestants que les Américains n'ont aucune légitimité pour donner des leçons à la matière au Burkina Faso? Bien entendu, ça donne du grain à moudre comme ce qu'on dit en fait. Ça donne du grain à moudre parce que, comme je le disais, la configuration géopolitique fait que c'est... en fait, chacun est dans ses bons droits de faire quelque chose, en fait. Et effectivement, parce qu'on se rappelle, la guerre entre Israël et le Hamas continue. Et les allégations de violation des droits de l'homme. Et il y a les accords de cessez-le-feu. C'est les États-Unis encore qui ont mis en place leur droit de veto pour que la guerre continue. Donc, en la matière, justement, eux aussi donnent du grain à moudre, en fait, à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la légitimité d'intervenir sur les questions des droits humains, s'ils peuvent cautionner, en fait, dans d'autres parties du monde, qu'il y ait des violations massives des droits de l'homme et qu'ailleurs encore, même si, comme on l'a dit, et ici encore que ce n'est pas vérifié.
Donc, ça mérite en fait qu'il y ait un peu un recul. Et comme on l'a dit, c'est un rapport qui nécessitait en fait qu'il y ait une enquête. Voilà. Donc, on ne se prononce pas d'abord. On demande, l'enquête doit être diligentée pour que justement, les enquêtes indépendantes, ça existe. Donc, ça, je pense que c'est ça aussi qui fait que on donne dans cette configuration géopolitique-là, chacun a sa posture en fait. Merci. Diallo. Non, en réalité, la difficulté vient du fait qu'en même temps qu'on donne donc une posture à un État, qu'il s'appelle Burkina Faso ou Mali, en même temps, il y a d'autres situations similaires qui se reproduisent sur d'autres sphères géographiques et qui reprennent en fait les mêmes comportements. Ce qui fait que c'est comme si, c'est comme effectivement 2 poids 2 mesures. Mais ce que je sais, si le Burkina Faso veut s'en sortir, c'est à nous de nous donner les moyens à l'interne pour faire les clarifications pour notre propre besoin. Je ne dis pas que les clarifications qui seront portées au plan interne, c'est les clarifications destinées à un acteur extérieur. C'est des clarifications pour le bien du Burkina Faso. Puisque vous êtes en période de guerre, quand on fait des massacres, on ne peut jamais savoir qui est l'auteur. Comme Dr Zongran l'a dit, il y a la perfidie, il y a beaucoup de choses. Donc si vous ne clarifiez pas, le passif là, on met ça au compte de qui? Qui va répondre? Et les questions de justice sont tellement complexes qu'elles s'écoulent dans le temps. Elle peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment on fait? Et en Afrique, vous savez bien que nous, le processus démocratique n'a pas atteint un niveau où, lorsqu'il y a une succession donc, au niveau donc, de l'État, qu'il n'y ait pas de règlement de compte. La plupart du temps, lorsque vous quittez le pouvoir, celui qui vous succède travaille tout le temps à vous créer, à vous empoisonner, alors qu'il y a des questions pour lesquelles vous avez traité, mais au nom de l'intérêt supérieur de votre pays. Donc c'est pour ça qu'on regarde dans notre dispositif interne. Et le Burkina Faso, je dois avouer, dispose de ses compétences et de ses ressources. On a le MBDHP qui a fait ses preuves. On a la justice, le pouvoir judiciaire. Il faut peut-être travailler au niveau du gouvernement à donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires d'accomplir sa mission. Ça va même eux-mêmes les alléger la tâche. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute au terrorisme en réalité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est la faute au terrorisme. Puisque lorsque je regarde dans le rapport de Human Rights Watch, je me rends compte effectivement qu'il y a eu des attaques sur des emprises militaires et des emprises civiles. C'est à la suite de ça que le massacre est venu. Donc si on doit établir un lien de causalité, c'est comme si le premier phénomène, c'est l'attaque terroriste en fait qui est à la base, et c'est ça. Donc, de ce point de vue, c'est à nous de nous donner les moyens au niveau interne pour gérer. Et le gouvernement, comme ils sont englués dans une crise sécuritaire assez longue, ils ne peuvent pas s'occuper de tout. Il faut mettre à contribution le pouvoir judiciaire en lui donnant les moyens, en lui faisant confiance. Parce que le pouvoir judiciaire du Burkina Faso, jusqu'à preuve du contraire, c'est un pouvoir qui travaille en tout cas à s'améliorer, qui travaille à répondre aux aspirations des peuples. Maintenant, si au niveau donc, des autorités exécutives, il y a des réformes qu'elles estiment qu'on doit mettre en place pour faire en sorte que la justice soit en phase avec les réalités de notre peuple, c'est d'introduire ces réformes de façon concertée avec les magistrats, pas de façon isolée, et d'avoir un dispositif qui nous permette de gérer. Parce qu'en réalité, c'est des problèmes qu'on pouvait régler au plan interne. Si on avait dit, par exemple, si Human Rights fait sortir son rapport, si les États-Unis et l'Angleterre protestent, il faut leur dire qu'au niveau national, nous avons une institution qui a déjà donc, diligenté une enquête. On attend les résultats de l'enquête et on travaille en fait en sorte effectivement que les résultats de l'enquête soient disponibles, mais conformément aux intérêts vitaux du Burkina. L'enquête peut être disponible, les résultats peuvent être disponibles, mais c'est à nous de les utiliser conformément aux intérêts donc, supérieurs de notre pays. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut voir. Maintenant, pour terminer, le fait qu'il y ait eu des manifestations au niveau donc, de l'ambassade des États-Unis, il faut dire qu'en matière de relations diplomatiques, les relations, c'est des relations d'État à État. Ce n'est pas des relations d'État à individu. À partir du moment où on fait confiance au gouvernement du Burkina Faso, s'il y a des protestations, il faut apporter ces protestations-là auprès du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui est notre répondant vis-à-vis de la partie états-unienne ou bien de la partie, en tout cas, Angleterre. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays où c'est un peu, tout est discipliné. Parce que sans discipline aussi, on va avoir des problèmes. Pourtant, dans ces pays, on voit souvent des manifestants aussi devant des enclaves diplomatiques. Oui, mais moi, je parle du Burkina Faso. Je parle du Burkina Faso. Vous citez des exemples de pays oui, tout à fait, disciplinés. Voilà pourquoi je vois aussi. Oui, tout à fait. Non, tout à fait, vous avez raison. Mais là, ça allait permettre d'élever effectivement la protestation telle qu'ils ont fait. Et ils ont entendu le chargé. Je pense que le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis a été contacté. Et donc, il a compris qu'on n'était pas très content. Maintenant, il faut travailler, mais ce n'est pas un élément ou bien un indice qui va amener à froisser les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. Parce que quoi qu'on dise, les États-Unis restent un partenaire privilégié. Dans un contexte où, en plus de faire la guerre,
il y a des besoins essentiels des populations à prendre en charge en termes d'infrastructures, en termes de santé, en termes de... Donc les besoins sont énormes en termes alimentaires, en termes de sécurité alimentaire. Donc c'est à nous de trouver la bonne formule. Et un État apprend toujours de ses erreurs. Si le régime qui est au pouvoir est dans l'action, forcément leur action va produire donc des erreurs, mais c'est à eux d'être lucides, de ne pas être dans une sorte de, comment je vais dire, de bulle, et de travailler à corriger leurs erreurs avec l'appui de tous les Burkinabés qui sont de bonne foi et qui veulent que notre pays, le Burkina Faso, puisse s'en sortir. Puisqu'en définitive, si toutes ces souffrances que notre peuple donc a vécues depuis 2016, si ça continue, qu'est-ce qu'on aura gagné? En réalité, ça veut dire que nous tous, y compris les gouvernants, y compris les gouvernés, on ne s'en sort pas. Et pour terminer, à partir du moment où le terrorisme est devenu un enjeu de pouvoir, il faut s'habituer à ces choses. Parce qu'on ne sait plus qui veut quoi et qui aide à faire quoi. Donc c'est une confusion. Quand vous êtes dans une confusion, c'est à vous de travailler à clarifier. Parce que la confusion profite à ceux qui sont contre vous. La confusion ne vous profite jamais. Voilà. Est-ce que l'autre confusion aussi, ce n'est pas d'autoriser une manifestation contre l'ambassade des États-Unis et refuser une marche au monde syndical? Tout à fait, mais est-ce que ça a été autorisé même? Est-ce que la marche contre... Je ne suis même pas sûr que la marche même contre... Si elle a eu lieu sans qu'on ne disperse, on suppose qu'elle a été autorisée. Non, ça c'est une anomalie. Ça peut être une anomalie d'ordre institutionnel. Ça peut être une anomalie d'ordre institutionnel. Parce que même, c'est ça que je dis. C'est comme un voyageur. Vous ne pouvez pas dire que vous voyagez. Quand vous dites que vous allez voyager, vous allez aller en France ou bien en Russie ou bien aux États-Unis. Si vous prenez avion classe économique, quand vous rentrez à l'intérieur, vous savez ce qui vous attend. Si vous prenez classe d'affaires, quand vous rentrez aussi, vous savez ce qui vous attend. C'est à nous de revoir. Si on pense que le contexte de guerre ne veut pas ou bien va limiter donc la restauration de l'état de droit dans l'ensemble de sa plénitude et dans l'ensemble de ses oripeaux, c'est à nous de faire des choix. Effectivement, si vous rétablissez l'état de droit avec des règles, avec des trucs, et en même temps, vous voulez à l'intérieur faire des aménagements dans le sens de trucs, ça va poser des problèmes. Sous la Révolution, le capitaine donc, Thomas Sankara, il n'y avait pas d'état de droit, il n'y avait pas de truc, il gouvernait par ordonnance. Donc ça, c'est des choix. À partir du moment où vous faites une option bien précise, il faut travailler à l'intérieur pour gérer. D'autant plus que le droit, contrairement à ce que les gens pensent, mais le droit est pragmatique. Quand vous êtes un soldat et puis vous êtes au front, quand vous voyez qu'ils viennent pour vous attaquer, on ne vous dit pas d'attendre qu'ils vous attaquent, qu'ils vous tuent avant de les tuer. Ça, ce n'est pas ce qu'on dit. Ça fait partie de la légitime défense. C'est comme vous, votre voisin, vous êtes dans votre maison à 21, quelqu'un descend dans la cour avec un pistolet pour vous tirer. Vous n'allez pas attendre qu'on vous tire avant de réagir, puisque si on vous tire, vous ne pouvez plus réagir. Donc ça, c'est connu. Ce qui est contestable, ce qui nous pose problème, c'est les situations où on voit des massacres, mais on ne sait pas qui a fait ça. Si la réalité, voilà, c'est ça. C'est vraiment Merci. ça. Rapidement, Francine. J'insiste sur ce que j'ai dit au début. En fait, il est nécessaire pour nous d'être très méthodiques dans tout ce qu'on fait. Comme je l'ai dit, on n'était pas obligé en fait de réagir dans l'immédiat. On peut attendre, arriver à réunir les éléments nécessaires pour au moins un premier jet, même si les enquêtes ne sont pas terminées, et faire un communiqué de presse en bonne et due forme pour justement leur permettre d'éclairer en fait l'opinion, pas pour l'opinion internationale, mais pour nous-mêmes, pour les citoyens, pour pouvoir les rassurer. Donc, il faut vraiment qu'on soit méthodique, comme on l'a dit, parce qu'après, ça peut nous rattraper en fait. Merci, Francine Samadougou. Docteur Zungourana, je le disais tantôt, cette manifestation a eu lieu au moment où les forces américaines sont en train de quitter Niamey. Ils envisagent à s'installer du côté de la Côte d'Ivoire. Les manifestants l'ont dit, et ça craint. Est-ce qu'ils ont des motifs pour craindre quoi que ce soit? Non, moi je pense que là-bas, c'est ce que j'ai dit, il faudrait mettre la balle à terre et laisser en tout cas l'État prendre ses responsabilités. Que les États-Unis s'installent en Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain et la Côte d'Ivoire soit le pays qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas notre affaire. Moi, ce que je demande seulement, on ne veut pas qu'au Burkina Faso, on donne une image d'une armée de voyous. Loin de là, quand vous faites le tour du monde, là où les guerres ont eu lieu, on sait comment les gens se comportent. Nous sommes au Burkina Faso ici, on voit le comportement de nos militaires. Les coller une telle image, vraiment c'est injuste. C'est pour cette raison qu'on demande à toutes ces structures-là de faire le travail en toute objectivité. On ne demande pas plus que ça. Merci. 28 places perdues dans le classement au niveau mondial. Perte de la moyenne au niveau national. Pour la première fois, la liberté de presse au Burkina Faso se porte mal. Moussa Samadougou. Oui, elle se porte mal et même très mal. Elle se porte même très mal parce que
c'est effectivement la première fois où, de façon unanime, que ce soit la combinaison des recherches documentaires, des entretiens avec le secteur du monde de la presse et même la rencontre des experts dans les questions du droit, dans les questions des médias, de démocratie et tout, arrive à donner cette note de 1,96 sur 4 au Burkina Faso. Depuis qu'on a commencé à calculer l'indice de liberté de presse, on n'a jamais atteint ce niveau aussi bas. Et là, quand on regarde le document final qui sera disponible au cours de ce mois-là, parce qu'il faut qu'on le finalise encore, tout est motivé, hein. Il y a tout un argumentaire. En rappel, c'est vous le consultant de cette étude. Oui, c'est moi le consultant. Bon, vous avez vendu la mèche. C'est moi le consultant de cette étude, mais ce n'est pas une étude, je ne me suis pas assis dans ma maison pour écrire. Hein. Non, il y a toute une équipe avec qui j'ai travaillé à 3 niveaux. D'abord, la première équipe a fait une revue de presse, parce qu'il faut tenir compte, c'est les situations qui se sont passées ces 12 derniers mois. C'est-à-dire d'avril 2023 à début mai 2024, donc les 12 derniers mois. On a passé en revue on a eu toute une revue documentaire sur les violations des droits de l'homme, de presse et tout. Ensuite, nous avons eu des questionnaires et des guides d'entretien pour le monde des médias. Donc, il y a eu des rencontres avec les gens qui ont raconté les histoires vécues et tout. Nous avons eu aussi la rencontre des experts, où on a demandé aux différents experts avec essentiellement 5 objectifs, 5 grandes lignes qu'il fallait noter. Et quand on décline ça, il y avait au moins une 50aine de points qu'il fallait évaluer. Donc c'est pour vous dire que ça a été un travail assez monstrueux et tout. Et c'est de façon unanime, collégiale, que les experts ont donné la note de 1,96. Donc même si je suis l'expert principal qui coordonne cette étude, ce n'est pas une étude individuelle, c'est une étude qui a été faite avec une démarche scientifique. Et la démarche scientifique, elle existe, hein. On la rend publique, hein, pour tous ceux qui aiment poser les questions de méthodologie et consorts, libre à eux de venir voir. S'ils veulent attaquer notre méthodologie, on les écoute. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui est assez béton. Alors, dans le fond, qu'est-ce que les hommes de médias vous ont dit? Quel est leur quotidien? Quelle est leur réalité? La réalité, c'est que le journaliste burkinabé aujourd'hui ne travaille plus dans une sérénité. La pratique journalistique a beaucoup évolué. Et il y a 3 niveaux, il y a trois goulots d'étranglement. Je les cite. Un des goulots d'étranglement, ce sont les terroristes eux-mêmes. Parce que souvent, quand on parle des médias, on pense aux médias qui sont à Ouagadougou. Non. Aujourd'hui, beaucoup de radios FM, les radios communautaires et consorts, beaucoup émettent à minima aujourd'hui. Il y a des émissions comme les émissions d'expression directe qui ne se font plus parce que les terroristes ont dit on n'en veut pas. Il y a des sujets tabous. On n'a pas pu. Toutes les questions qui touchent la santé reproductive, la nécessité d'envoyer des filles à l'école, les bienfaits de l'école même pour la société, dans certaines zones, on n'en parle plus. Parce que les terroristes ont dit on n'en veut pas. Et on a beaucoup de journalistes qui font partie des PDI. Ça, on n'en parle pas, qui ont été obligés de fuir leur localité et tout ça. Et nous avons même appris que les terroristes ont une liste de journalistes recherchés. Et souvent, il y a des cas qui sont arrêtés, on monte, on regarde, est-ce que le journaliste qu'on recherche là? Donc, il y a tous ces éléments. Donc, la violation de la liberté de presse, c'est le terrorisme. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Cela étant, l'autre goulot d'étranglement, ce sont nos autorités même. Nos autorités qui ont un narratif stigmatisant vis-à-vis des médias. Toujours, c'est les médias, les correspondants nationaux des médias étrangers sont traités de valets locaux. Il y a certains dont même on a gelé leurs comptes juste pour les punir parce qu'ils sont payés par des médias étrangers. Donc on a gelé leurs comptes pour pouvoir les appauvrir, les rendre beaucoup plus misérables. On a entendu les plus hautes autorités traiter les médias de tout ce qu'ils veulent. Donc, ce discours stigmatisant de l'autorité elle-même est récupéré par une partie de nos populations qui disent alors que le problème, c'est les journalistes. Donnant l'impression que si aujourd'hui tous les journalistes disparaissaient, le terrorisme prendrait fin. Donc, il y a ça. Les terroristes, les autorités
et une partie de nos populations. Et vous avez vu qu'on a découvert même des vidéos où des supposés soutiens du capitaine Ibrahim Traoré lui recommandaient de tuer des Burkinabés et de ne pas avoir des remords, car ce ne sont pas des êtres humains qui tuent, mais ce sont des moutons. Ce qui est exactement le même discours entendu dans le cas du Rwanda et dans le cas de la Côte d'Ivoire, le processus de déshumanisation de l'autre. De l'autre côté, on disait que c'était des cafards, des cancrelats. Au Burkina, on dit que c'est des moutons. On est même tombé sur une vidéo où, sur la page, je pense que c'est sur la page Facebook de Burkina Info, où une question a été posée, nous arrivons bientôt en juillet, est-ce qu'on ira aux élections ou pas? Et vous avez vu que ces gars sont sortis interdisant à BF1 de traiter de la question des élections, les menaçant. On a même vu des messages circuler où on donne le nombre de journalistes de BF1, on décrit où ils travaillent, laissant supposer qu'ils ont le plan du bâtiment de BF1. Donc, il y a tout le nombre exact de Ouais, journalistes. le nombre exact de journalistes. Donc, le nombre de journalistes en mission, le journaliste burkinabé, voilà, le journaliste burkinabé se trouve dans une situation où il est de l'autre côté menacé par les terroristes, il est incompris par les autorités qui tiennent un discours stigmatisant, et il est menacé de l'autre côté par ceux qui pensent qu'ils sont les sympathisants. Donc, le journaliste perd sa sérénité, il ne peut plus travailler. L'autre élément, c'est qu'on a constaté qu'au niveau du gouvernement, on a essayé de contourner les médias dans la communication. Conséquence, aucun journaliste aujourd'hui ne va participer au Conseil des ministres. Aucun journaliste ne participe à certaines activités du président. Donc, on vous fait des communiqués et vous donnez. Parce que tout ça se trouve dans une stratégie de communication de guerre où aujourd'hui le journaliste burkinabé, pour certaines questions touchant la gouvernance de ce pays-là, n'a plus le droit d'aborder les questions à partir de son angle d'attaque, à partir de son point de vue, mais il doit se contenter de répéter ce que le gouvernement dit. Conséquence, on arrive à des situations absurdes. Et le cas se répète, où souvent, et je prenais même le cas quand le président était au sud-ouest, là, à l'ouest, je pense, où il a dit il demandait aux policiers, aux militaires de se préparer pour une guerre de haute intensité. Le lendemain, tous les médias ont repris exactement la même titraille. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est des communiqués qui viennent de la présidence. On vous donne. On ne vous demande pas de traiter. Voici ce qui a été dit. Faisant, c'est ce qui m'avait permis de dire à un certain moment qu'on est en train de transformer nos médias en agences de communication. Donc, vous voyez, dans cette situation-là, il y a un problème. L'autre élément, c'est la question économique. La question économique fait qu'aujourd'hui, pratiquement tous les médias ont des sérieux problèmes économiques. Conséquence, on a certains médias même qui ont été fermés pour non-paiement d'impôts, etc. Donc, et quand on discute aussi avec ces gens-là, avec les promoteurs, il se trouve que l'État lui-même a une responsabilité dedans, parce que la dette intérieure vis-à-vis des médias, si l'État payait ça, je pense que ça résoudrait un certain nombre de problèmes. Bon. Mais il y a d'autres problèmes. Ouais, après, non, vous le il savez. y a d'autres problèmes aussi. Il y a la tellement responsabilité. de malgouvernance dans certains médias. Non, c'est ça, je viens. Il y a aussi la responsabilité des promoteurs de médias eux-mêmes. Parce qu'on a constaté aussi que beaucoup se lancent dans la création des entreprises de presse sans une véritable étude de marché, sans un vrai business plan. C'est-à-dire, c'est comme s'ils partent un peu à l'aventure. Conséquence, ils arrivent, les gens sont mal payés parce qu'effectivement, il faut voir la responsabilité des promoteurs de presse. Très peu respectent la convention collective. Or, vous savez que la convention collective a été créée pour permettre aux journalistes d'avoir un minimum de moyens pour vivre décemment. Donc, la convention collective n'étant pas respectée, il y a cette responsabilité-là. Mais on a vu aussi qu'il y a la responsabilité du journaliste lui-même. Parce qu'effectivement, beaucoup de nos confrères, il faut avoir le courage de le dire, pêche par le manque de culture générale. Pêche aussi par le manque de la maîtrise des techniques de rédaction journalistique. Donc, qui font que dans la manière de travailler, ils prêtent le flanc. Donc, en fait, je pense que c'est une responsabilité partagée. Mais au finish, qu'est-ce que ça fait? La qualité de la pratique journalistique au Burkina Faso souffre et la liberté des journalistes est menacée. Maintenant, chacun a sa partition à jouer pour régler la situation. Alors, est-ce qu'il en pouvait être autrement? Est-ce que la situation aurait pu se passer autrement dans un pays en guerre? Oui et non. Parce que je vous ai dit que quand il y a une guerre, d'abord c'est une crise. Et quand il y a crise,
tout le monde vit dans la peur. Et nous, les Burkinabés, nous vivons dans la peur. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Qu'est-ce que le Burkinabé moyen aujourd'hui cherche? Que la paix revienne. C'est tout. Et à partir de ce moment, la personne qui se présente comme porteuse de cet espoir-là, évidemment, va avoir l'adhésion des Burkinabés. Et c'est pour cela qu'on va voir qu'aujourd'hui, les gens adhèrent à la politique menée par le capitaine Ibrahim Traoré, parce que les gens pensent qu'il est la solution. Ça, c'est normal. Mais le problème, de mon point de vue, c'est qu'on a raté quelque chose. Qu'est-ce qu'on a raté? C'est-à-dire le Burkina Faso a la stratégie de communication de guerre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas et je n'ai pas vu un atelier organisé par l'État pour expliquer ce que c'est aux journalistes. La seule chose que j'entends, c'est accompagnez-nous, accompagnez-nous. Mais dans l'accompagnement, est-ce que le journaliste a le droit de critiquer ou pas? Ça, c'est une question qu'il faut clarifier. Donc, je pense que le gouvernement aurait dû, en tout cas, je le dis haut et fort, parce que personnellement, je sais que des propositions étaient faites dans ce sens, acquis des droits, pour travailler à apaiser la tension entre journalistes et autorités. L'autre élément, je trouve aussi que les associations professionnelles n'ont pas fait suffisamment. Je vous prends un exemple sur le Rwanda. Quand il s'est agi de combattre l'idéologie génocidaire dans les médias rwandais, qu'est-ce que Kagame a fait? Et parce que j'ai travaillé sur ce cas-là, on a demandé à travers le Media Eye Council, un peu l'équivalent de notre CSC ici, de dire aux journalistes de réfléchir par eux-mêmes pour voir est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver une sorte d'appendice au code d'éthique et de déontologie en respectant les conventions internationales, la pratique journalistique, mais en tenant compte de la spécificité du Rwanda, qui est que la menace essentielle, existentielle du Rwanda, c'est l'idéologie génocidaire. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, un travail a été fait, et ce sont les journalistes eux-mêmes qui ont défini ce qu'ils ont appelé la nouvelle mission du journaliste rwandais, qui tient compte, qui est limité dans le temps, qui tient compte d'un problème spécifique, existentiel, qu'il faut résoudre. Et à ce moment, les médias regardent comment nous devons faire pour apporter notre contribution à la lutte contre l'idéologie génocidaire et qu'est-ce que l'État doit faire pour nous accompagner dans ce sens. Il faut travailler main dans la main. Or, je pense que dans le cas du Burkina, c'est ce qui a manqué. Comme un dialogue de sourds. Voilà. Donc, on est venu tout de suite. Le problème, c'est les journalistes. Merci, Savadogo. Francine ou Zungana au Diallo, oui. Est-ce que vous avez des questions pour le consultant de cette étude? Bon, moi, ce que je voulais simplement d'abord dire, et c'est... D'abord, si vous avez des questions pour lui, Bon, pas de questions, c'est surtout féliciter Moussa, parce que c'est un des nôtres qui, quand même, a fait un travail très formidable. Et on a besoin aussi de ce type d'expertise dans notre pays. Et c'est quelqu'un qui est mondialement connu par rapport à ce type de travaux. Donc, si le travail a été fait et a été apprécié, je pense que souvent aussi, il faut que nous, si on se jette des fleurs, il ne faut pas, en tout cas, se bouder le plaisir. Donc, on te félicite pour ce travail qui a été abattu. Pour entrer dans les détails dans le rapport, et je ne peux pas parler de la presse au Burkina Faso. Et quand je fais des comparaisons, malgré, en tout cas, ces chiffres-là, en tout cas, on a le droit d'être fiers de nos journalistes parce que comme ils sont très professionnels. Et quand on fait des comparaisons dans la sous-région, en tout cas, nous ne sommes pas les derniers. Et ça, c'est à l'honneur de nos devanciers, à des personnes qui ont eu des initiatives comme les Labi Tombiano, des personnes très engagées comme les Norbert Songo, aussi des sages toujours vivants comme les Alain Elao de l'Observateur et beaucoup d'acteurs. Nous leur rendons hommage pour le travail qui a été fait. Le rang du Burkina Faso aujourd'hui au niveau de la liberté de la presse, ça ne doit pas être étonnant. Parce que nous sommes dans un pays où le droit de vivre même est menacé. Quand ce premier droit de l'homme est menacé, tous les autres droits vont aller de pair. Et là où on est très rassuré, c'est aussi le fait de constater qu'il n'y a pas eu un plan, c'est-à-dire préparé pour tuer la presse par l'exécutif. Non. Il y a des alliés qui sont là, qui font que par moment ça ne marche pas, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis pour décider de museler la presse. Là où on peut être aussi satisfait, c'est le fait que la majeure partie des menaces, que ce soit à l'encontre des journalistes ou contre leurs structures ou leurs familles, ce n'est pas le fait de l'État, mais c'est des individus qui peut-être ont eu des opinions. Et là aussi, c'est le problème des réseaux sociaux.
dans le temps, tu allais rester chez toi, garder ta bêtise, dire tes inepties avec ta femme et tes enfants, et personne ne le saura. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde est presque devenu journaliste. Les bêtises qu'on dit autour du feu ou mais autour de la famille peut aller un peu partout dans le monde. C'est peut-être ça qui peut faire l'objet de satisfaction. Et moi, c'est lui l'expert du domaine, ce qu'il a dit, on n'a pas de choses à contester. Nous prions Dieu seulement que, en tout cas, cette guerre-là finisse et que ce qu'il a fait comme recommandation, c'est vraiment bien qu'au niveau de l'exécutif, il y ait un plan de communication où on demande effectivement aux journalistes d'apporter leur contribution comme ce qu'il a proposé au Rwanda. Parce que, quoi qu'on dise, et quand il écoute tout le monde, chacun a raison dans son cas et tout le monde est patriote et tout le monde veut que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. Francine? Exactement, c'est la même chose que je voulais dire, la qualité du travail. Parce que moi, j'avais vu qu'effectivement, pour cet indice-là, en fait, il y avait 5 indicateurs, si c'est bien ça. Le contexte politique, le cadre légal, le contexte économique, socio-culturel et la sécurité. Effectivement, quand il y a un indicateur comme la sécurité qui joue beaucoup, c'est sûr que ça influe beaucoup. Parce qu'il faut aussi expliquer de manière, c'était bien que vous l'ayez fait, d'expliquer de manière pédagogique aux gens. Parce que quand on parle on dit comme ça que le Burkina Faso a dégringolé en matière d'indice de liberté de la presse, les gens voient immédiatement en fait la question politique. Les gens pointent du doigt immédiatement c'est que les journalistes se sentent muselés et tout. C'était bien d'évoquer en fait que le premier danger pour la liberté de presse au Burkina, c'est le terrorisme, qui nous concerne d'ailleurs tous. Donc, je pense que ça, c'était important de pouvoir le dire. Et exactement, c'est un travail d'ensemble. Et je le dis toujours, nous avons le devoir de travailler ensemble parce que chaque corps d'activité a ce qu'il a à apporter en matière de lutte contre le terrorisme. Ne serait-ce que par l'information, le message en fait qui doit passer auprès des populations. Parce qu'on a parlé tout de suite des radios communautaires et tout, c'est des relais d'information. C'est quel genre de message nous avons besoin de passer à nos populations qui se sentent peut-être seules, qui sont isolées. Donc tout ça, ça doit rentrer dans un cadre global pour justement permettre que il y a ce tandem-là entre le politique et la communication. Merci. Diallo. Bon, je pense sincèrement que les journalistes ont quand même une place dans notre dispositif national interne, parce qu'en réalité, les journalistes sont le miroir de la société. Vous êtes dans l'action, vous travaillez, c'est les journalistes qui vont vous dire, ici là, vous avez bien fait, ici là, attention, il y a des mécontentements, et vous réajustez votre action en permanence par rapport à ça pour améliorer vos résultats au profit des Burkinabés. Parce que l'action publique par essence, c'est faire des rétropédalages. Vous pouvez faire une première conception, et dans la mise en œuvre, vous vous rendez compte qu'il faut revenir en arrière pour mieux réajuster avant de partir. Donc, de ce point de vue, la presse mérite en tout cas le soutien de tous les Burkinabés. Maintenant, ceci étant dit, dans le contexte qui est le nôtre, quand j'ai regardé effectivement la courbe donc de la liberté de la presse, j'ai vu que c'est depuis 2022 que ça a commencé à dégringoler en fait. Et ça continue. Donc, c'est une courbe en fait descendante. Voilà. Donc, on peut dire effectivement que c'est lié au terrorisme. En fait, parce que c'est les effets pervers de la guerre. Lorsque vous êtes en guerre, ça vous amène à créer des artifices, ça vous amène à identifier des gens, souvent sur la base de présomption, qui peut ne pas être vrai. Mais ça, c'est les effets pervers de la guerre, mais c'est du fait, en fait, de l'insécurité. Et au Burkina Faso, on n'a pas de... Le problème, c'est que... Mais tout n'est pas de l'effet de la guerre aussi. Non, j'arrive. Mais je veux dire, non, tout n'est pas l'effet de la guerre, tout ne peut pas s'expliquer aussi du fait de la guerre. Parce qu'au-delà de la guerre, il faut vivre. Voilà. Parce que l'objectif ultime de la guerre, c'est de vous empêcher effectivement de vivre. Alors que vous devez continuer de vivre advienne que pourra. Lorsque je regarde, en réalité, les thématiques qui causent problème aux journalistes, c'est surtout les thématiques en lien avec la sécurité nationale, la défense nationale. Je ne pense pas que la SNC qui vient de se dérouler, si un journaliste part là-bas et dit « Ah, attention, il y a des visiteurs qui n'avaient pas de ticket, et critiquent pour que pour la prochaine édition de la SNC, on puisse améliorer », je ne pense pas que quelqu'un va dire que « Ah, le journaliste là, il est truc ». Deuxièmement, si on construit un immeuble pour des étudiants et puis après c'est mal construit et puis un journaliste part là-bas, il relaie l'information et il relaie les manquements pour que l'exécutif puisse... Il n'y a pas de problème. Le problème réside au niveau de la sécurité nationale, au niveau de la lutte contre le terrorisme. De ce côté, je pense que les journalistes en subissent déjà les effets. Du point de vue économique, les journalistes ont des difficultés. Il faut les aider à relever parce que le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail en réalité qu'on peut évaluer en argent. Mais sur la question de la sécurité nationale, dans la mesure où ce n'est pas des règles conventionnelles qu'on utilise, si vous utilisez des règles conventionnelles en contrepartie de ça, vous êtes sûr d'être out.
Parce que ce n'est pas les mêmes arbres. Maintenant, c'est des dépôts. Je suis d'accord qu'il y a des organisations de journalistes qui sont crédibles et qui sont là. C'est de faire le pas vers eux et d'harmoniser notre dispositif et dire aux journalistes qu'est-ce qu'on veut concrètement et voir aussi leur côté, je veux dire, renseignement, leur côté recommandation. Parce que tout est, la question de la gouvernance est tellement compliquée que il faut avoir une certaine lucidité pour pouvoir le gérer au calme. Vous avez besoin en fait de ce qui peut vous aider. Les critiques, a priori, encouragent. Si moi je ne t'aime pas, je ne vais pas te critiquer. Parce que je sais que si je te critique, tu vas améliorer, tu vas devenir encore plus grand. Donc je ne vais pas te critiquer. Si je te critique, c'est que vraiment, je suis de ton côté. C'est pour dire que les journalistes, on les place. Il faut travailler de concert avec l'exécutif, à voir comment on peut les mettre. La critique assortie de menaces de mort, ça, c'est pas l'amour. Non, ça c'est vrai, je suis d'accord. Non, vous avez tout à fait raison. Mais sauf que ça c'est des trucs individuels. Et en droit pénal, la responsabilité est individuelle. Si quelqu'un sort et vous menace, portez plainte contre lui devant les juridictions. Et travaillez à faire en sorte que les décisions de justice aussi soient respectées. Quand c'est comme ça, tout le monde est tranquille. Et je pense qu'il faut s'améliorer. Il faut travailler en permanence à s'améliorer. Il n'y a pas de gouvernance littérale. La gouvernance est dynamique, la gouvernance est prospective, mais vous devez garder comme boussole l'intérêt supérieur de votre pays. C'est le plus important. Et faire en sorte d'être un panier de synergie, un panier de concentration de toutes les énergies positives des fils de Burkina qui peuvent vous aider à améliorer l'action. Parce que quoi qu'on dise, depuis 2016, on est dans cette situation. En réalité, on ne gagne pas. Si on peut faire en sorte d'alléger les souffrances de notre peuple, il y va de notre responsabilité individuelle et collective, mais il va aussi de la responsabilité du gouvernement à déposer le canevas ou en tout cas à faire les diligences nécessaires pour pouvoir faciliter cette harmonisation dans un contexte très difficile, je dois l'avouer. Merci Diallo. Moussa, il y a également le classement de Reporters sans frontières où le Burkina Faso a perdu 28 places en 2023. Rapidement. Oui, il y a le classement de Reporters sans frontières, mais eux, ils ont d'autres critères. Ils ont d'autres critères, effectivement, où ils rencontrent aussi des professionnels. Le critère politique est hyper important. Oui. L'environnement politique, l'environnement politique, le contexte et tout. Mais vous voyez, tout est question de méthodologie. C'est-à-dire qu'ils ont une autre méthodologie avec d'autres objectifs qu'ils prennent en compte, qui ne contredisent pas forcément notre méthodologie, nos objectifs, mais les critères d'évaluation, choses varient. Mais ce qui est sûr, vous voyez, quand le travail est sérieusement fait, de toute façon, on aboutit aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que nous, on constate en interne que l'indice a beaucoup baissé. Eux constatent aussi que ça a beaucoup baissé. Donc, je pense que c'est cela qui doit nous interpeller. La réalité, c'est que la liberté de presse au Burkina Faso souffre actuellement et je pense qu'il faut faire quelque chose. Si on reporte, par exemple, vos indices dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, c'est sûr qu'ils auront 4 sur 4. Mais non, avec Reporters sans frontières... Non, ce n'est pas sûr qu'ils auront 4 sur 4. Parce que, vous savez, il faut faire très attention. Les médias... Ils n'ont pas, par exemple, le terrorisme qui plombe les activités journalistiques. Ils n'ont pas le terrorisme. Ils n'ont pas forcément un problème de viabilité économique de leurs médias. Ils n'en ont pas, mais je puis vous dire que même aux États-Unis, même en France, il y a des sujets tabous. Vous ne pouvez pas être un journaliste aux États-Unis ou en France, tenir un discours vis-à-vis d'Israël sans faire attention. C'est là que j'en venais, parce que dans le classement de Reporters sans frontières, ces pays ne sont pas forcément les mieux classés. Voilà, ce ne sont pas forcément les pays les mieux classés. Et quand vous regardez, je n'ai pas les classements en tête comme ça, mais vous verrez La France, 21e place, Royaume-Uni, 23e place, les Américains, 55e place, la Côte d'Ivoire et le Ghana même viennent avant les États-Unis d'Amérique, par exemple. Voilà. Et vous allez voir que dans un pays comme les États-Unis, où peut-être que la pression politique existe, aux États-Unis. Il faut faire très attention. Vous prenez une chaîne de téléphone comme Fox News, on sait que c'est une chaîne qui est essentiellement républicaine et consort. Il n'aura pas la même attitude, le même équilibre d'information par rapport aux démocrates et consorts. Et on sait aussi qu'il y a des pressions. Il y a des pressions économiques. Vous regardez, en France, on est en train d'assister à une concentration des médias entre les mains de 2 ou 3 personnes, etc. Donc, chaque pays a ses réalités, en fait. Voilà. Donc, la liberté de presse est en danger même dans le monde. Mais il est en danger dans le monde, un peu partout. Je pense que même les pays qui s'en sortent plus ou moins, ce sont les pays scandinaves.
un peu la Norvège, Suède, la Norvège, la Finlande et tout, qui sont des pays paisibles où il n'y a pas, voilà, même si l'indice de développement humain est assez élevé. est assez élevé. Mais à partir du moment où vous avez des pays comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui non seulement s'engagent sur la scène internationale, qui s'ingèrent dans les affaires intérieures des autres pays, ça pose problème. Regardez même, Zungana a parlé de l'Irak. Vous avez vu que pendant la guerre en Irak, il y a eu le Patriot Act qui a été pris et qui, par exemple, limitait la liberté de presse des journalistes par rapport à certaines images des soldats américains qui tombaient, le retour des... Donc, je pense que chaque pays a ses réalités. Voilà. Mais même regardez, c'est sur ça que je vais terminer, regardez ce qui s'est passé en Israël avec la chaîne Al Jazeera. Al Jazeera a été suspendu parce que les militaires ont accusé Al Jazeera d'avoir diffusé des informations, des images qui ont mis en danger la sécurité des soldats israéliens. Donc pour eux, ils demandent la suspension. Ils saisissent le gouvernement. Mais le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a dit attention, on ne touche pas à la liberté de presse, même si on est en guerre. On a filé le dossier à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a demandé à ce que ça soit suspendu. C'est parti à la Cour constitutionnelle qui a essayé de voir est-ce que vous ne violez pas des choses. Donc, il a fallu qu'il y ait des éléments tangibles, effectivement, où tous les experts se sont dit ah, cette image-là a effectivement mis en danger. Ça aboutit au même résultat. Oui, que ça passe au niveau, par le Parlement, au niveau international, c'est la même chose. Même si on regarde dans nos règlements, la réglementation burkinabé ici, on va vous dire que le procureur même ne peut pas vous obliger à donner votre source d'information, à moins que cette information-là mette en danger la sécurité nationale. Et il revient au procureur d'établir le lien entre ce que vous avez dit et la sécurité nationale. Donc il ne peut pas se lever yada comme ça, évoquer la sécurité nationale et puis vouloir embastiller un journaliste. Je pense qu'il y a des règles qui sont un peu dans les différents pays et c'est pour cela, moi je dis toujours aux journalistes, et je vais revenir là-dessus, je suis très dur avec les confrères parce que souvent on a fait des formations et où je demande aux journalistes, est-ce que vous avez lu le code d'éthique et de déontologie? Ils disent non. Donc ça pose problème. Tu peux être chauffeur de taxi si tu ne connais pas le code de la route. En même temps, tout le monde est journaliste aussi. Oui. Mais en fait, ça aussi, c'est pour ça que je dis que les responsabilités sont partagées. Parce que comment un entrepreneur de presse va recruter un journaliste sans commencer par s'assurer ou bien lui donner une formation de base dans ça? Voilà, vous voyez. Et le problème, on va même beaucoup plus loin. Quand vous demandez aux journalistes aujourd'hui qui sont ceux qui connaissent la ligne éditoriale de leur journal, il n'y a pas. Ils sont très peu. Oui, parce que de plus en plus, les questions de ligne éditoriale n'ont pas vraisemblablement de sens. Oui, non, si ça doit avoir un sens. Ça doit avoir un sens. Regardez un peu ce qui se passe dans certains pays. Vous allez voir que les médias occidentaux, de façon générale, prenons le cas de la France, qui sont de tendance de la gauche, sont catégoriques. On n'utilise pas le mot terrorisme pour qualifier le Hamas. Parce que c'est clair. Ils parlent du Hamas, les combattants du Hamas, mais jamais, parce que c'est un choix éditorial qu'ils ont fait. Et donc, ça fait que des pays comme Israël ou d'autres ne sont pas d'accord. Mais c'est un choix assumé, un choix éditorial pour dire, au regard de ce qui se passe en Palestine, nous, on ne peut pas dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Et ils assument. Ça, c'est leur ligne éditoriale. Malheureusement, dans nos pays, là, je pense qu'on n'est pas allé à ce genre d'exercice-là. Peut-être parce qu'il n'y a pas de gauche ni de droite ici. Non, mais on n'a pas besoin de gauche ou de droite, parce que regardez ce qui se passe. Prenez la moyenne d'âge des jeunes journalistes et reporters qu'on rencontre sur le terrain. Beaucoup ont moins de 5 ans d'expérience professionnelle, moins de 6 ans d'expérience professionnelle. Donc, ils ne sont pas comme nous, qui avons commencé le journalisme dans une situation de paix, tranquille. Mais eux, dès qu'ils sont sortis de l'université, c'est directement la guerre. Exactement comme nos FDS. Au début, on tuait beaucoup nos FDS parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos FDS qui tombaient au début du terrorisme, pendant leur formation, on ne leur avait jamais appris cette guerre-là. On parlait de guerre asymétrique. Au niveau politique, ça a été la même chose. Aucun homme politique n'avait géré ce genre de crise. Donc les choix politiques, les choix stratégiques, c'était du désordre. On a donné une succession de coups d'État. Les journalistes sont dans le même cas.
Donc, je vais vous dire, les jeunes journalistes qui sortent aujourd'hui, aucun n'a étudié la relation entre terrorisme et journalisme à l'université. On a appris ça sur la réalité, enfin, de façon brusque sur le terrain. C'est pour ça que je dis il faut que le gouvernement et les journalistes trouvent une manière d'apaiser la tension pour se donner. Merci Moussa. Rapidement, pour terminer sur cette question, Dr Zungrana, quand vous voyez par exemple le classement de RSF, que vous vous rendez compte que les chantres de la démocratie ne sont pas forcément les mieux classés, qu'est-ce que ça suscite en vous comme analyse ou commentaire? C'est ça qui fait que souvent, quand certains pays prennent des décisions, on est un peu choqué. Parce que ce qui n'existe pas chez eux, c'est ce qu'ils demandent chez nous. Et c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Malheureusement, c'est toujours dans cette jungle que nous vivons. Merci. Rapidement, Francine Savadogo. Bon, dans ce que M. Savadogo disait, il y a quelque chose qui m'est venu rapidement en tête, la notion de junte militaire. Parce que je vois que pour les mêmes faits, les notions ne sont pas les mêmes. Quand on doit qualifier le président gabonais, le président burkinabé, voilà. Donc, je pense que c'est ça qui fait référence justement aux questions de ligne éditoriale sur le plan international qu'on doit aussi comprendre en fait. Parce que je dis toujours, on n'apprend pas le français aux Français. Donc, s'ils utilisent certains termes, ils savent de quoi ils parlent en fait. Donc, c'est aussi à nos journalistes d'attirer leur attention aussi sur certaines questions auprès de leurs compères aussi pour certaines questions. Diallo, rapidement sur RSF. Oui, effectivement, j'ai vu donc les différents classements, mais moi, mon référentiel, c'est le Burkina Faso. Merci. Vous nous permettez de gagner en temps. La suite, c'est un financement d'urgence du FMI pour le Mali, un prêt de 120 millions de dollars, soit plus de 70 milliards de francs CFA pour faire face à l'inflation. Docteur Zungrana, en temps normal, le FMI, c'est pour tout le monde, tous les pays y sont. Mais pourquoi quand le Mali fait un prêt, un accord avec cette institution, ça doit créer un débat? Bon, vous savez, je pense que ceux qui créent ces débats auraient dû avoir un peu honte parce que le Mali a des difficultés. Il se proclame souverainiste panafricaniste. Non, ça n'a rien à voir. Quand on parle du FMI, c'est pour tout le monde et ce n'est pas pour un pays en particulier. C'est que ceux qui sont en train de se plaindre devaient poser la question de savoir pourquoi le Mali est arrivé à là. Parce que si vous prenez au niveau de la sous-région, notamment dans la zone UMOA, le Mali n'arrive pas à emprunter. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser qui n'ont jamais abouti. Du côté du marché de la sous-région. Tout à fait. Ce qui fait que ça montre encore une fois et notre solidarité interne, comment ça fonctionne. Et le Mali, ces fonds-là, c'est destiné en tout cas à des situations, j'allais dire, exceptionnelles. Et le Mali est vraiment dans son droit. Et si vous avez remarqué, à cause du cours de l'or et du coton, le Mali avait un PIB qui était autour de 4,4%. Et le taux d'inflation était tombé à 2,1% contre 9,7% en 2022. Donc, ils étaient sur la bonne voie. Mais le problème... Oui, ils ont même eu une croissance économique l'année passée de plus de 4% dans la recette de la vente du coton et de l'or. Oui, maintenant avec ces sanctions inhumaines, avec ces coupures de courant intempestives, avec le tourisme qui ne décolère pas, ça fait qu'ils ont commencé à chuter et aujourd'hui, forcément, il faut qu'ils prennent ces fonds-là pour pouvoir relancer l'économie afin que les Maliens vivent. Ici, ceux qui sont en train de critiquer, c'est demander à un malade de refuser de prendre des médicaments parce que ça n'a pas été fabriqué dans ton village. Ça, moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Donc, il faut laisser les Maliens, ils sont souverains. Merci beaucoup, Francine. Ok, merci. Et contrairement à ce que les gens pensent, les pays les plus développés sont également les pays les plus endettés. Parce que ça, c'est ce que nous devons comprendre déjà. Et concernant la question du Mali, ce qui, justement, c'est les discours qui font que les gens, en fait, reviennent à ce qu'ils ont dit sur les questions de souveraineté. Et moi, je dis toujours que ça nous interpelle sur une chose. La vraie souveraineté est la souveraineté économique. Nos États, nous n'avons pas d'autre choix que de lutter et de nous battre pour avoir un développement économique. Parce que c'est ça qui va nous permettre, en fait, d'avoir un développement, une souveraineté politique. Parce que les choses doivent être bien agencées. Lorsque la souveraineté économique est effective, je pense que la souveraineté politique va de pair. Merci. Et Diallo? Oui, tout à fait. Mais je pense que la question de la souveraineté doit peut-être être mieux expliquée. La souveraineté d'un État signifie tout simplement qu'au plan interne, c'est lui qui définit la politique, c'est lui qui définit les moyens de mise en œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est isolé et qu'il n'a pas de relation avec l'extérieur. Voilà. C'est comme ça que je vois ça. Il faut rappeler peut-être que l'économie malienne a quand même connu un certain nombre de chocs exogènes
liées notamment donc, à la guerre en Ukraine, liées aux sanctions malheureuses qui avaient été prises donc, dans le cadre de la CEDEAO suite au coup d'État, et donc à un certain nombre de facteurs qui fait que l'insécurité alimentaire est assez accrue. Je dois préciser que c'est un prêt, donc c'est pas comme si c'était un don gratuit voilà, au peuple malien. Donc tôt ou tard, le peuple malien va payer. Mais ça rappelle aussi justement les implications de la guerre, en tout cas les conséquences fâcheuses de la guerre. Parce que comme je vous le disais, en même temps que vous faites la guerre, vous devez continuer à fournir les prestations courantes. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le bien-être des compatriotes. Parce qu'en réalité, la paupérisation grandissante des populations peut avoir même des répercussions négatives sur votre capacité même à lutter contre le terrorisme. Donc c'est comme si vous êtes sur deux fronts à la fois, et ce sont deux fronts qui sont intimement liés. Vous ne pouvez pas privilégier un front par rapport à un autre. Donc l'argent donc, qui sera donné donc, au peuple malien va permettre au gouvernement de lancer son plan d'urgence, donc son plan d'urgence pour pouvoir prendre en charge les préoccupations donc, du peuple malien. Merci Moussa Savadogo. Oui, j'ai suivi parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui s'étonnent qu'après le discours souverainiste du Mali, on se retrouve. Donc finalement, en fait, je suis parti chercher dans le dictionnaire c'est quoi la souveraineté. Et je vois qu'on dit que c'est le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Bon, c'est un peu comme Mme Savadogo le disait. Aucun pays au monde n'a atteint ça. L'un des pays les plus endettés du monde, c'est les États-Unis. Et qui ont même dans leur dispositif législatif que si la dette atteint un certain moment, le gouvernement fédéral peut refuser même de rembourser la dette. S'il trouve que la dette va les étouffer. Il n'y a aucun pays qui le fait. Mais je pense que dans le cas du Mali, c'est un peu ce discours souverainiste, on n'a pas besoin des gens, le capitalisme, alors que le champion du capitalisme, même tel que les panafricanistes le définissent, ce sont les institutions de Bretton Woods. Voilà. Donc le FMI est d'ailleurs financé par les États-Unis aussi en grande partie. Exactement, ils sont pratiquement. Oui. Près de donc, 20%. certains ont dit pourquoi le Mali n'est pas allé vers les BRICS, puisqu'ils veulent c'est là-bas. Là, c'est la Russie et la Chine et consorts. Donc, je pense que d'abord, c'est normal, une fois de plus. Le Mali fait partie du FMI et de la Banque mondiale. En tant que membre, il a le droit de bénéficier du soutien de ces différentes structures-là. Mais ça veut dire que nos hommes politiques, là aussi, ils doivent faire attention à leur manière de parler. Parce que souvent, en voulant trop parler, là, on tombe dans une sorte de propagande et puis la réalité sur le terrain, la réalité sur le terrain vous renvoie à vous-même. Je pense que c'est juste ça. Sinon, le Mali est dans son droit. Surtout que c'est une dette. Maintenant, ce qu'on nous a dit, c'est quelles sont les conditions. C'est dans quelles conditions la dette a été donnée. Est-ce que c'est une condition qui, en dernière analyse, va vraiment permettre un développement ou bien c'est juste un palliatif pour gérer les urgences. Et je pense qu'on n'a pas eu d'informations dans ce domaine-là. Merci. Voilà, juste pour compléter Moussa, en réalité c'est juste une déclaration conjointe d'une mission qui a été conduite donc, au Mali. Donc le processus continue. Parce que dans le processus du Fonds monétaire international, ce qui était arrêté là doit être entériné par la direction générale du FMI et par le conseil d'administration aussi du FMI avant d'avoir force trouvée. Voilà. Donc ça veut dire qu'en réalité, il faut s'interroger maintenant sur ce qui va se passer entre cet intervalle. Ils sont venus, ils ont fait le point, le Mali a des besoins, il faut vraiment les aider parce que c'est le peuple aussi, il faut voir en dernier ressort. Et donc de ce point de vue, on va voir maintenant les instances du FMI, quelle suite ces instances-là vont donner donc, à cette thématique. C'est ça qui va permettre de voir mieux la suite. Merci. Le premier intervenant au téléphone nous appelle de Ouagadougou. Jean Tombiano, bonjour. Oui, bonjour M. Traoré, comment vous allez? Bien, et vous? Allez-y pour votre contribution. Ça va, mon bonjour à tout le plateau. Je vais me prononcer sur le premier sujet. Allez-y. Voilà. Et ici, moi je pense qu'ici, les États-Unis, ils ont été têtus parce qu'il faut se dire qu'ils ont été prévenus pour dire ici, et il faudra venir à la source pour pouvoir établir votre soi-disant rapport, pour pouvoir se prononcer sur la question de la protection des populations civiles. Malheureusement, une chose qui n'a pas été faite parce qu'ils se sont juste entretenus avec des gens par ligne téléphonique et autres. Ici, je fais allusion ici aux conventions de Genève de 1949
voilà, et leur protocole additionnel. Et dans ces conventions-là, il y a 4 conventions où je vais me pencher sur la 4e convention, qui est la protection des populations civiles. Ici, ma question à Human Rights est que quelle démarche Human Rights a entrepris pour la protection des populations civiles? Je pense que rien n'a été fait. On ne peut pas, parce qu'il faut se dire que c'est vrai, on se base sur des textes, c'est vrai. Mais il y a sur ces textes-ci, il y a la partition de tout un chacun. Malheureusement, si chacun ne fait pas son rôle et en dernière minute ne fait que vouloir juger ou se focaliser sur des appels téléphoniques et vouloir établir quelque chose, une sanction ou une remarque ou quoi que ce soit, je pense que là, Human Rights fait fausse route. Voilà. Parce que je vous prends par exemple un exemple. Un peu vers l'Allemagne, on a des compatriotes qui ont essayé d'aller vers ces Allemands vivant là-bas, qui, comme quoi, avaient dit que non, le Burkina Faso était fait en rouge et que c'était critique. Et ils ont montré la vraie réalité du pays. Nous sommes en guerre. Et cette guerre, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et du moment où ce n'est pas une guerre conventionnelle, les données changent. Ici, nous sommes attaqués. Qu'est-ce que Human Rights fait? Voilà, pour protéger ses civils. Est-ce que Human Rights va faire ces choses, ces théories, pour leur dire non, on n'attaque pas les populations civiles en la conformant aux lois et à la Convention de Genève? Moi, je pense qu'ici, il y a ici un problème. Ces gens qui ne jouent pas leur rôle et qui font le médecin, le pompier après l'incendie. Donc moi, je pense que c'est d'approcher le pays, voilà, et s'associer avec les vrais acteurs, aller sur le terrain pour étudier, pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Et c'est à base de ça, maintenant, on peut fournir un rapport. Donc pour moi, je critique ça, c'est archi faux. Et j'ai là une dernière question à l'endroit de M. Sawargo pour dire d'abord, parlant de la marche où la population s'est rendue à l'ambassade là. Et à l'écouter, il aurait dit qu'il y a deux clans. D'abord, ce qui est archi faux, parce que moi j'étais là-bas et je ne pense pas que lui l'a été. Et secondo, par rapport au rapport de la presse là, qui a dégringolé, je vais demander quel a été le rôle de la presse au premier point pour rencontrer nos autorités par rapport à cette guerre. Parce qu'il ne faut pas dire que ça dégringole. On ne peut pas permettre à tout un chacun de parler sous prétexte que non, on est libre, la presse est libre et on peut dire ce qu'on veut. Il y a ici l'intérêt général qui prime en temps de guerre. Et ce que je propose ici est que ces journalistes-là vont sur une table, convoquer les autorités pour dire voilà ce que nous pouvons faire pour l'intérêt général. Il ne faut pas aller parler yada parce qu'on est journaliste ou bien on a le droit de se rendre là où on veut et faire ce qu'on veut. Moi, je pense que là, c'est pas notre. Donc, c'était là mes questions à l'endroit de M. Sawargo. Merci, bonne journée. Merci, Jean Tombiano. Moussa, Oui. vous avez été interpellé. D'abord, la question, qu'est-ce que les journalistes ont fait par rapport à ça? Je ne sais pas si M. Tombiano suit l'actualité. Je pense que les journalistes ont fait beaucoup de choses. Parce qu'il y a d'abord eu une rencontre entre les associations professionnelles des journalistes et le CSC à l'époque. Je pense qu'il a même eu une rencontre entre les responsables des médias avec le ministre Emmanuel Ouedraogo lui-même. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Les journalistes ont donné leur point de vue. Et je pense que même dans la révision de la loi sur le CSC, les associations professionnelles ont été appelées, ils ont rencontré, je pense, l'Assemblée nationale, ils ont fait des propositions. Donc dire que les journalistes n'ont rien fait, c'est pas vrai. Ils ont fait des propositions. L'autre élément, par rapport à ce qu'il a dit, la rencontre, en tout cas les informations que nous avons reçues, et des informations de premier plan, il a eu d'abord une tentative de regroupement le vendredi matin. Avant que autour de 10 heures. Autour de 10 heures. Il a eu une tentative. Les images sont là. Ouais, et ça n'a pas marché. Et après, un mot d'ordre a été donné qu'il se rencontre après la prière du vendredi. Et je pense que c'est là où il a eu vraiment beaucoup de mobilisation. Donc, M. Tombiano, je ne sais pas de quel groupe vous êtes, mais les faits, c'est qu'il y a eu 2 tentatives, en tout cas, de manifestation. La première ayant avorté et la deuxième a marché. Donc ça aussi, c'est les faits. Et je vais profiter peut-être dire, il faut faire très attention, parce que souvent quand nous sommes sur les plateaux, nous parlons là, on ne se lève pas de chez nous après avoir pris un Nescafé, on vient s'asseoir, on raconte notre vie.
On est tous des Burkinabés. Nous avons été formés pour collecter des informations. Malheureusement, l'éthique et la déontologie ne veulent pas qu'on dise tout ce qu'on connaît. On essaie de dire le peu qu'on connaît, mais franchement dit, on dit des choses qui font mal. Hein. Franchement dit, on peut dire des choses qui font mal parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. Ça, c'est autre chose, mais je ne peux pas concevoir qu'on nous accuse de donner de fausses informations. Donc, M. Tombiano, vérifiez tout ça et on peut continuer la causerie. Merci. Le deuxième intervenant, Mme Salamatou Ouedraogo, est en ligne. Bonjour, Madame. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Allez-y pour votre contribution. C'est pour le premier point, mais je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse concernant la liberté de presse. Donc, Madame, le même Moussa a eu... Madame Ouedraogo, oui. On n'a malheureusement pas le temps. Vous avez promis vous entretenir sur le sujet 1. On est pris par le temps. Il y a un dernier sujet à développer. J'interviens et s'il y a le temps, j'ouvre la parenthèse. C'est ça, allez-y. Concernant les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont fait des communiqués conjoints avec la déclaration de Human Rights Watch, pour une première fois, je ne suis pas d'accord avec l'Ingrana, qui a traité les États-Unis d'un pays sérieux. Je ne vois pas en quoi les États-Unis est un pays sérieux. Depuis la nuit des temps, avant même ma naissance, toutes les guerres auxquelles on a assisté à travers le monde, la main des États-Unis est dedans. Et en quoi ce pays est un pays sérieux? Peut-être c'est sa façon de procéder, l'hypocrisie et la surnoiserie qui fait qu'on croit qu'il est un pays sérieux. Sinon, ils sont à la base de tous nos malheurs à travers le monde, en prétendant être les gendarmes du monde. Et on nous dit, nous avons signé le traité pour entrer à la CPI. Certes, nous l'avons signé. Nous pouvons encore signer les mêmes traités pour sortir de la CPI. Je crois que l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie sont en train de sortir de cette CPI qui ne met l'accent que sur les pays du tiers-monde, sous prétexte que les grands pays n'ont jamais signé ces traités. Et dans quelles conditions on nous a poussé à signer ces traités? Il faut que vous débattez un jour de ces points-là. Mais si on a signé, on peut encore re-signer pour acter notre sortie. Et je crois que ça ne saurait tarder. Et les différentes guerres dont je parle, Colin Powell, il avait intervenu aux Nations Unies, la tête haute, avec des cartes où il montrait les points en Irak où les armes de destruction massive sont positionnées. Ce même Colin Powell, avec la tête basse, a dit on m'avait forcé à aller mentir. Et pourquoi on a choisi un noir américain pour mentir à la face du monde? Ça aussi, ça peut faire l'objet d'un débat. Donc tout le monde sait qu'on a retrouvé nos uniformes à l'ambassade de France au Niger. Et les gens qui ont massacré, les gens étaient habillés avec nos uniformes. Mais personne ne peut prouver que c'était notre armée ou nos VDP. Madame, oui. Cette situation avait été clarifiée. À un certain moment, ces instructeurs français avaient des tenues burkinabées qu'ils portaient. Oui, qu'ils portaient. À quel titre ils vont porter nos tenues, M. Razak? C'est en accord avec les autorités burkinabées. Ils habillaient les terroristes aussi avec nos tenues. Et ça, il faut qu'on... Bon, ça c'est votre point de vue. Ça, c'est votre point de vue que vous pourrez peut-être assumer pleinement. On ne peut pas vérifier cela. Je vais donner mon point de vue. Parce qu'on a dit que les gens qui ont massacré, on les accuse d'être de l'armée du Burkina parce qu'ils portaient des tenues. Allô? Oui, on vous reçoit. Allez-y. Ah, d'accord. Le problème à l'heure actuelle, c'est parce que les massacreurs portaient les tenues burkinabées. Moi, je ne suis pas militaire, mais je peux porter une tenue burkinabée. Et si je tue quelqu'un, on ne va pas dire que c'est un militaire burkinabé qui a tué cette personne. Il faut qu'on prouve que je suis de l'armée burkinabé. Et Human Rights Watch sait qu'il y a une enquête qui est en cours. Il n'avait qu'à attendre la fin de l'enquête pour sortir son communiqué. Donc, tout le monde sait qu'à travers le monde, les grandes nations ne veulent pas que nos petits pays sortent notre tête de l'eau. En Libye, les Libyens ne connaissaient pas la misère. Maintenant, ils sont les plus miséreux du monde. Un Libyen qui part en Europe et un Ukrainien qui vient, on prend l'Ukrainien comme réfugié et le Libyen, on dit va te démerder. Donc ça ne pourra pas arriver au Burkina. Merci beaucoup. Ils veulent nous attaquer, nous les attendons de pied ferme et nous allons nous retirer de la CPI. Et les ambassades qui vont nous emmerder, on va fermer nos ambassades chez eux et on fermera leur ambassade ici.
Merci beaucoup, Madame Salamatou. Oui, Drago, pour votre contribution, vous avez été interpellé rapidement Alors, en 10 secondes. Je voudrais dire un grand merci à Madame Salamatou Ouedraogo pour son intervention. Et puis, dire seulement que nous avons obligation de respecter nos partenaires et nous avons obligation aussi d'avoir un discours qui est un peu pédagogique. Parce qu'il ne sert à rien d'ajouter du feu sur du feu. Parce que le Burkina ne pourra pas s'en sortir si le Burkina tire sur tout ce qui bouge. Il faudrait qu'à un certain temps, nous soyons aussi intelligents pour savoir comment saisir nos partenaires pour avoir des alliés stratégiques. C'est pour cette raison que nous disons beaucoup en parlant peu sur certains dossiers. Merci. Donc, on la rassure que nous sommes tous pour que le pays puisse être autonome. Merci. C'est une sortie qui remet au goût du jour l'actualité sur le divorce entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Le Conseil des sages de l'organisation basée au Nigeria appelle le Mali, le Burkina Faso et le Niger à revenir à la maison. Francine Savadogo, on se demande finalement où était ce Conseil des sages depuis. C'est ce que beaucoup se demandent au sein de l'opinion. Exactement. Il faut rappeler que le Conseil des sages, c'est l'organe de médiation de la CEDEAO. Donc, effectivement, le travail qui devait être fait devait être un travail en amont. Notamment lorsque la décision justement de quitter avait été mise sur la table, il s'agissait justement pour cette entité-là de pouvoir mener la médiation. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si cette décision est actée, alors qu'on revient des mois plus tard, alors que les décisions sont en train... L'AES est en train de poser des actes et quelque temps après, on revient pour dire, on négocie pour que vous reveniez. Donc, ça aurait été beaucoup plus, à mon avis, ce travail-là aurait été fait en amont que ça allait être un... Voilà. Merci. Docteur Zongorana. Alors, effectivement, il faut dire que il y a eu ces sanctions que beaucoup ont qualifiées de sanctions inhumaines, des sanctions très dures. Oui. Mais on n'a pas entendu forcément le Conseil des sages. Malheureusement, la sagesse n'a pas prévalu en son temps. Et quand on dit un chat, c'est celui qui s'est anticipé, c'est celui aussi qui sait dire il faut t'arrêter là pour que la maison ne brûle pas. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait. Il faut dire qu'ils sont au nombre de 30 et en ce moment, ils sont au nombre de 26 puisque chaque pays a 2 représentants. Comme les 3 ne sont plus, il y a au moins 6 personnes qui sont pas, donc ils ne sont que 24. Et ils se sont réunis à Abidjan du 29 au 30. Et pour dire la vérité, je salue l'initiative parce que quand on est charge, il faut travailler à ce que, en tout cas, la famille ne s'en déchire pas. Mais je ne crois pas à leur méthode. Je ne crois absolument pas. Parce qu'il aurait fallu que si on voulait résoudre le problème, qu'on envoie des émissaires dans ces différents pays-là pour demander à ces pays-là pourquoi vous avez décidé de tourner dos à la famille. Chacun allait donner les raisons pour lesquelles... Cette réponse est connue. Les pays ont suffisamment motivé leur décision. Non. Mais les autorités se sont exprimées largement. Tout à fait. À ce niveau, mais ça, c'est le débat en grand public. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce que les gens disent, ce qui se dit publiquement et ce que les Mosés appellent Rorongomde. Quand ce qui se dit entre vous. À ce moment, ils auraient dû savoir quelles sont les motivations profondes pour qu'à l'issue de ces rencontres-là maintenant, ils essaient de voir est-ce que ce qui a été donné comme raison, vu que c'est des raisons objectives, pour influer sur la nature même de l'institution de la CEDEAO, est-ce qu'il peut y avoir des changements pour qu'à l'issue de ça là maintenant, on essaie de voir est-ce que ce qu'ils ont fait comme reproche, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, qu'est-ce qui peut être changé? Mais rester à côté dans un autre pays et faire une déclaration, c'est bien, mais à mon sens, en tout cas, ce n'est pas ça la sagesse qu'on attend des Africains. Merci, Dr Zongorana. Rapidement, Diallo, quelles peuvent être aujourd'hui les marges de manœuvre de ce Conseil des sages? Non, je note déjà que le Conseil des sages a bien fait, puisqu'on est dans le cadre d'une intégration. Donc, si certains membres quittent et après on veut qu'ils reviennent, c'est de bonne guerre. Maintenant, la question c'est, la CEDEAO a commis des erreurs parce qu'elle a pris des sanctions contre des États qui sont membres et qui ont eu à influencer négativement les conditions de vie des populations dans les différents pays. Maintenant, comment on fait? Est-ce qu'il faut donner une deuxième chance à la CEDEAO? Ou bien comme ils ont commis une première erreur, c'est fini, nous on n'est plus avec eux? Je pense que ce n'est pas l'esprit de l'intégration. Parce qu'en réalité, la CEDEAO n'est pas la propriété des chefs d'État. La CEDEAO est avant tout la propriété des peuples. Si on se réfère, en tout cas, à l'acte originel de création de la CEDEAO. Donc, à partir de ce moment, il faut peut-être réfléchir à voir quels sont les mécanismes alternatifs qu'on trouve. Parce qu'en réalité, même au sein de la CEDEAO, les points de vue n'étaient pas uniformes.
par rapport aux sanctions à prendre contre les États. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la CEDEAO, il y a certains États qui étaient pour... Il n'y a jamais eu d'unanimité. Donc, je pense que le Conseil des Charges a jeté donc, une information sur la place. Il faut s'en saisir et puis voir. Parce que maintenant, même si l'AES demain devait repartir dans la CEDEAO, je ne suis pas sûr que ce soit les conditions de la CEDEAO, les autres acteurs qui étaient contre la CEDEAO qui vont prédominer. Peut-être même que l'AES sera le tête de file donc, de la CEDEAO. Parce qu'en réalité, c'est pas si vous quittez la CEDEAO. Les peuples, par exemple, du sud-ouest, qui sont à Péni, comment je vais dire, dans le Numbien là-bas, qui ont des relations sociologiques assez poussées avec ceux qui sont juste de l'autre côté des frontières. Parce qu'il ne faut pas oublier que les frontières, ce sont des frontières étatiques, ce sont des frontières juste pour matérialiser. Mais les peuples vont de part et d'autre à l'intérieur. Je pense que dans ce processus, on peut peut-être garder le retrait en l'état, mais faire en sorte qu'au niveau de la CEDEAO, il y ait un certain nombre d'infrastructures de base qui sont mises au profit des populations. Au fur et à mesure, on va voir, en fonction des autorités en place, quel mécanisme trouver pour réintégrer la CEDEAO. Parce que moi, je suis pour une réintégration de la CEDEAO. Ils ont commis une erreur, on a quitté, c'est vrai. Maintenant, comment on fait pour revenir et pour faire prévaloir nos points de vue, les intérêts supérieurs de notre pays? Je dois avouer que quand Mohamed Kadhafi était donc président de l'Union africaine, la question même de la manière de procéder a été divergente entre les États membres. Parce que pendant que Kadhafi voulait qu'on aille directement à l'Union africaine, parce que lui, il était pressé, des gens comme le président Blaise Compaoré, ou bien des gens encore comme Abdoulaye, l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, il voulait que ce soit une intégration par processus. Voilà. Mais c'est vrai que les relations internationales n'interdisent pas de créer une organisation internationale spécifique pour prendre en charge un besoin spécifique. Je pense que dans le cas de l'AES, c'est ce qui a été fait par le Burkina, le Mali et le Niger, mais on peut toujours, de mon point de vue, merci Karim Diallo. Rapidement, oui, Moussa. Rapidement, je dirais que pour moi, je trouve que l'intervention des sages, c'est pas tard. Hein, parce que si on regarde le processus normal, le pays qui veut sortir manifeste l'intention de sortir et selon les dispositions, il y a 1 an qui doit s'écouler avant que l'addition soit effective. Et j'imagine que pendant les 12 mois-là, il y a des tractations. C'est à l'issue de ça que le pays peut décider je reviens ou je ne reviens pas. Et jusqu'à présent, je ne suis pas sûr, hein, nos compatriotes qui sont fonctionnaires à la CEDEAO, ils sont toujours. Ils y sont toujours. Voilà, ils y sont toujours. Donc, quelque part, même si on a dit avec effet immédiat, on n'est pas totalement parti encore. Donc ça, c'est la chose. Maintenant, je pense que la CEDEAO a compris l'erreur. La CEDEAO a compris les insuffisances, mais je pense que nos hommes politiques aussi au sein de l'AES, aussi, peut-être qu'ils ont besoin d'un temps pour revoir certaines choses. Parce que comme Karim l'a dit, il ne suffit pas de rester à Ouagadougou pour dire qu'on sorte. Parce qu'après, les relations entre les populations, tout ça, il faut essayer de voir. Quel sera l'impact, etc. Donc, je pense que je suis aussi avec lui. Hein, moi, je suis pour un Burkina Faso au sein d'une CEDEAO, mais une CEDEAO revue, corrigée, en tenant compte effectivement des reproches qui ont été faits, parce que je pense que si à 16, on n'est pas assez fort, à 3, je pense qu'on est encore plus faible. Merci Moussa Savadogo. Le dernier intervenant nous appelle de Ouagadougou. Bourem Ayamri, bonjour. Oui, c'est Wargaï. C'est Wargaï. Voilà. Merci. Allez-y pour votre contribution. Ok, c'est le premier sujet. Je voulais demander, est-ce que le traité même qu'on avait signé pour les problèmes de guerre, est-ce qu'on avait considéré le terrorisme pendant ce temps? Parce que je pense que on a signé ce traité-là pour les guerres conventionnelles. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans le terrorisme. Est-ce que le terrorisme faisait partie même de ces textes? Si ce n'est pas comme ça, nous vivons dans le terrorisme, donc ce texte ne doit pas s'appliquer à nous. Deuxièmement, au lieu que eux-mêmes, au lieu que eux-mêmes ils viennent et faire des enquêtes pour déterminer ceux qui ont financé, ceux qui ont donné des armes au terrorisme, afin qu'ils viennent mettre la population et détruire les droits de l'homme, mais je pense qu'ils devaient d'abord faire ça. Au lieu d'arrêter même les conséquences, ils doivent d'abord arrêter les causes. Pourquoi cela? Donc, il faut qu'on sanctionne les pays qui sont en train de créer le terrorisme et encore de fournir des armes aux terroristes. Troisième chose, est-ce que, madame est là, elle est juriste, est-ce qu'à partir des auditions, comme ça, avec des téléphones, est-ce qu'on peut présenter ça comme preuve à l'appui devant quand même un tribunal?
Maintenant, pourquoi ces éléments-là ne viennent pas faire les enquêtes? Quelle peur ils ont? C'est la même peur qui nous pousse à ne pas pouvoir faire relativement les rapports là. Ça brûle partout. On ne peut même pas envoyer quelqu'un d'aller sur le terrain de théâtre là pour faire des enquêtes pendant que les balles sifflent. Mais ils n'ont qu'à attendre, ils auront leurs enquêtes. Ou bien eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir sur le terrain là pour faire des enquêtes. Et la CPI, vous savez que la CPI est faite seulement c'est pour seulement les Africains. Et quels Africains? Ce ne sont pas tous les Africains. L'Africain qui est contre la France, les États-Unis. Je prends pour preuve la guerre qui s'est passée au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y avait des ennemis qui faisaient la guerre. Il y avait Barbo, il y avait Alassane Ouattara. Mais ce pays a choisi Barbo pour juger en laissant Ouattara. Donc vous voyez ici aussi, ça démontre qu'ils ne sont pas au moins honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Et dans votre groupe, si cette institution-là appelait les éléments de votre groupe, vous qui êtes assis au panel, vous savez celui qui devait donner l'information que c'est l'État. Vous êtes combien là-bas? Je ne donne pas le nom. Mais vous savez qui va donner que c'est l'État même s'il n'était pas présent. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Bourema Yambré, de votre contribution depuis Ouargaya. Voilà donc ce qui met fin à cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis rapidement. Dr Zungrana, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Joseph Kizerbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à Francine Savadogo, qui est juriste et analyste politique. Merci, Francine, pour votre disponibilité. Merci à Karim Diallo, spécialiste en développement institutionnel. Merci à Moussa Savadogo, consultant, journaliste, formateur. C'est tout pour aujourd'hui. À dimanche prochain, si Dieu le veut.